Salut tout le monde, comment allez-vous? Pour mon histoire d'apocalypse vraiment solide, exactement le genre que vous aimez, le personnage principal n'est pas un lâche. Et il y aura aussi plein de waifus, alors allez-y, explosez le bouton j'aime et mettez un peu de hype sur la vidéo. Sans plus attendre, entrons dans l'histoire. Par une belle journée ensoleillée, le lycée était aussi animé que d'habitude. À la cantine, tout le monde mangeait comme lors d'une journée ordinaire, Gavin Clark dormait et son ami essayait de le réveiller. Debout, c'est l'heure de manger, a-t-il dit. Le petit gars un peu enrobé avait encore passé la nuit à flirter avec une fille nommée Shane Scott. Bref, Gavin s'est enfin réveillé dès qu'il a senti l'odeur de la nourriture. Il a bondi d'excitation. Il faut dire que c'était de la bonne bouffe. Il agissait comme s'il n'avait jamais vu de nourriture de sa vie. Il a dévoré son plateau comme si c'était son dernier repas, il prêtait à peine attention aux conseils de son pote. Ou aux gens qui fixaient cette scène ridicule, il continuait juste à s'empiffrer. Après avoir fini son plateau et celui de son ami, il s'est tapé le ventre et a dit « Waouh, je suis vraiment de retour. Je n'arrive pas à croire que je sois né de nouveau. » Le pote a plaisanté en disant qu'il ressemblait à un fantôme glouton. Une sorte de réincarné qui mange sans aucune manière, selon Gavin. Il était vraiment né de nouveau après une ère apocalyptique glaciale, mais de quoi tu parles comme bêtise? A demandé le pote, Gavin a simplement attrapé l'épaule d'Inel Parker et a dit qu'il était heureux d'être en vie et que ce n'était pas tout, ils avaient enfin assez de temps pour se préparer. Se préparer à quoi? Bien sûr qu'il était vivant, et à quoi devait-il se préparer exactement? Parker se posait des questions, Gavin lui a soudainement demandé la date, Parker a répondu que c'était le 8 août 2024. C'est alors que Gavin Clark a expliqué que dans 2 semaines, une tempête de neige durant 3 mois allait frapper. Apportant une nouvelle ère glaciaire sur Terre, les températures chuteraient à moins 50 degrés ou même plus bas. Parker ne le croyait pas vraiment, en fait, il s'est juste moqué de Gavin. Mais le garçon réincarné s'en fichait et a simplement dit qu'il avait un service à lui demander. Parker a dit qu'il pourrait l'aider selon ce que c'était, et Gavin a lâché. J'ai besoin d'emprunter 1 milliard sans intérêt, Parker a recraché son lait et a failli faire une crise cardiaque. Tu plaisantes, j'espère, a dit le petit gars, et Gavin a répondu. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Parker a dit que même s'il vendait son père, il n'obtiendrait pas autant d'argent, et Gavin a demandé. Vraiment, il vaut combien ton père? Est-ce qu'on devrait le vendre? Parker a perdu patience et a dit. Arrête de dire n'importe quoi mec, pourquoi vendre mon père? Vends le tien plutôt. Ouais, c'est ça la vraie amitié. Alors qu'ils se disputaient pour savoir quel père valait le plus cher. Elle est apparue, Shane Scott, la rousse parfaite, une 10 sur 10. On ne pouvait pas lui donner une meilleure note que ça. Regardez-la, elle est entrée aux côtés de son rencard. Tout le monde la regardait car partout où elle passait, elle laissait une douce odeur de fraise et dégageait une forte présence. Zach, son compagnon, a dit qu'après le dîner, il devrait aller dans un endroit plus privé, je veux te montrer quelque chose de grandiose. Parker a prévenu Gavin que Shane Scott était en rendez-vous avec Zach. Et quand Shane Scott a remarqué Gavin, elle a eu une réaction glaciale. Parker est intervenu et l'a réprimandé pour avoir vu un autre gars après tout ce que Gavin avait fait pour elle. Mais Shane Scott a dit qu'elle n'avait aucune explication à donner. Ce qu'il voyait était exactement la réalité. Par le passé, elle l'avait rejeté. Et quand l'apocalypse est arrivé, il s'était même privé de nourriture pour la nourrir, pour qu'elle finisse par l'abandonner de toute façon. Mec, le mec sympa ne gagne jamais rien, hein. Parker a juste dit au héros qu'il devrait partir, il a dit que ça le rendait malade de simplement la regarder. Mais Gavin a dit qu'il n'était pas pressé. Zach, le blond, s'est moqué de lui en le traitant de harceleur flippant. Shane en a rajouté une couche en disant que tout ce qu'il avait fait pour elle n'était que parce qu'il n'était qu'un pervers. Gavin a simplement demandé « Tu as fini, Jessica ?» Shane Scott a simplement dit à Zach qu'il était son âme sœur. Fatigué d'entendre toutes ces conneries, Parker voulait juste disparaître. Gavin a demandé 5 minutes de plus, le petit gros était stupéfait. Et Isaac a dit qu'il était curieux de voir ce qui pouvait être fait en 5 minutes. Après tout, il peut se passer beaucoup de choses en 5 minutes, n'est-ce pas? Y compris coller une énorme baffe dans la figure de Zach, exactement comme Gavin l'a fait, Shane Scott, Parker, et tous les témoins étaient sous le choc. Zach est devenu furieux et a foncé sur Gavin sans hésiter, mais Gavin a brisé ses espoirs avec un coup de pied bien senti. Parker était impressionné par l'audace de son ami, Shane Scott s'est précipité pour aider Zach et a crié « Gavin !» Comment oses-tu faire ça à Zach? C'est l'héritier du groupe du Grand Dragon. Mais Zach voulait prouver qu'il était ceinture noire de taekwondo et s'est jeté à nouveau dans la bataille. Le coup de poing dévastateur de Gavin Clark l'a touché de plein fouet, Zach s'est écroulé raide au sol pendant que Gavin disait « Tu n'es rien ?» Parker lui a demandé « Mec, depuis quand t'es devenu aussi costaud ?» Shane Scott a paniqué en voyant Zach KO, elle a ordonné à Gavin de s'agenouiller et de s'excuser auprès de Zach. Gavin n'a pas hésité et lui a mis une gifle magistrale, notre héros a appris d'un justicier que la justice s'applique à tout le monde. Zach est devenu fou et a juré qu'il utiliserait tout ce qu'il possède pour le détruire. Gavin Clark l'a giflé encore quelques fois, puis lui a pris son spray de poche. Gavin dit « Ah, je le savais, donc c'est ça que tu utilises sur les femmes. » Zach a essayé de le récupérer. Mais Gavin l'a vaporisé directement sur son visage. Les yeux de Zach ont commencé à brûler, et quand Shane Scott s'est approché, il lui a dit de dégager, mais ça n'a servi à rien. Il a perdu tout contrôle et a attaqué Shane Scott. Zach a déchiré sa robe, dévoilant sa poitrine, puis a continué à arracher ses vêtements. Il avait complètement perdu la tête, Parker crevait d'envie d'en savoir plus sur ce spray. Gavin Clark a expliqué que ce spray était le secret de Zach pour obtenir n'importe quelle femme qu'il désirait. C'était un produit qui rendait n'importe qui instantanément accro à lui, une fois inhalé, ça rendait les gens complètement fous. Bon, tout le monde a compris le topo, Gavin lui a dit de ne s'inquiéter de rien. Ils ont quitté la cafétéria et le petit gros a demandé où ils allaient. Gavin a dit que la suite logique était de vendre la maison. Après tout,
Ils avaient besoin d'1 milliard. Ils n'ont pas mis longtemps à arriver dans une agence immobilière. Parker a rappelé à son ami que c'était la seule maison que ses parents lui avaient laissée. Pourtant, Gavin était prêt à vendre son héritage. Il n'en tirerait que 3 100 000, ce qui était encore loin d'1 milliard. Il a simplement signé le contrat et est parti. L'affaire était conclue, comme personne n'est de marbre. Le gars a dit qu'il allait dépenser un peu. Ils se sont ensuite dirigés vers le supermarché. Il est entré et a dit « Donnez-moi 1000 sacs de riz, 400 kilos de jambon, 1000 conserves et tous les paquets de saucisses que vous avez. » La vendeuse était dépassée par l'ampleur de la commande. Gavin lui a juste dit d'enregistrer tout ce qu'il demandait. Elle a demandé une adresse pour organiser la livraison. Notre héros a demandé à emprunter l'entrepôt de son ami pour tout stocker. Regardez l'expression ravie de cette femme, elle venait de réaliser la plus grosse vente de sa vie. Il a dit que ce n'était que le début de ses achats. Jetez un œil, ces deux beautés avaient les yeux rivés sur le protagoniste. C'étaient ses camarades de classe, elle se demandait ce qu'ils faisaient dans un supermarché aussi cher. Gavin a ensuite commandé 5 ordinateurs de gamer et la vendeuse était aux anges. Elle a dit qu'il était le meilleur client de l'année pour le magasin. Les filles étaient encore plus choquées, car chaque ordinateur coûtait 200 000. Le héros a dit « Emballez-les et livrez-les chez moi, ma belle ». La fille aux cheveux violets s'est dit que c'était l'occasion rêvée. Pendant que Gavin planifiait son stock de ressources, elle s'est approchée de lui. « Ça fait un bail, non ?» Gavin Clark a-t-elle lancé pour attirer son attention. Elle et ses amis se sont avancés. En jouant de leur charme, car le charme ne manquait pas dans cette histoire, la fille aux cheveux violets s'appelait Sharon et son amie Jolene, qui était loin d'être insignifiante dans le futur. Elles allaient devenir des voleuses utilisant leur physique pour obtenir ce qu'elles voulaient. Sharon lui a demandé pourquoi il avait l'air si timide et l'a invité à faire une balade. Et Gavin a accepté stratégiquement. Elle mourait déjà d'envie de le vider de tout ce qu'elle pouvait. Sharon a même tiré la langue de façon taquine, un geste assez osé. Peu après, Gavin les a invités à manger. Ils étaient dans le restaurant le plus cher de la ville. Sharon a dit « Allez, viens ». « Mon cher », l'endroit était extrêmement huppé. On racontait que même l'élite fortunée y dînait. Et il a commencé à transpirer en voyant que même un simple verre d'eau coûtait une fortune. Jolene a dit qu'elle allait passer sa commande tout de suite. Elle a appelé la serveuse et a dit « Je veux du caviar doré, du veau de qualité supérieure et du homard de l'Antarctique. Ce sera tout, merci. » Lorsqu'ils ont fini de manger, la table était jonchée de plats et les filles étaient comblées. Gavin s'est excusé un instant et est sorti. En réalité, il s'est rendu à la réception où l'hôtesse lui a dit « Le total s'élève à 10 à 8 800. Payez-vous par carte ou en espèces ?» Gavin a répondu qu'il n'était pas encore là pour régler. Il a dit « Ma chère, je voudrais commander 100 tables avec les mêmes plats que ceux d'aujourd'hui. Dans 10 jours, je viendrai les récupérer, d'accord ?» La réceptionniste était stupéfaite, car même elle ne connaissait pas le montant total. Gavin a sorti sa carte et a dit « Je vais payer d'avance. » Tout cela pour pouvoir manger de la vraie nourriture pendant l'apocalypse. Pendant ce temps, Sharon et Jolene se vantaient de la facilité avec laquelle elle l'avait berné, sans se douter de ce qui les attendait. La réceptionniste a encaissé le paiement et a dit qu'il était temps de régler l'addition de la soirée. Mais le protagoniste n'était plus dupe et a déclaré que ses filles paieraient pour ce qu'elles avaient mangé. Il passait déjà à son plan suivant, les plateformes de prêt. Il était temps de récupérer l'argent qu'il avait dépensé. Pour cela, il a fait bon usage des crédits. Il a commencé à emprunter de l'argent sur diverses plateformes. Bientôt, il deviendrait le plus grand usurier de la ville. C'est alors qu'il a reçu un appel. Ce n'était nul autre que Sharon. « Gavin Clark !»« Où es-tu » a-t-elle demandé. Et le héros a répondu « Où veux-tu que je sois ?»« Je rentre chez moi. » Il a demandé pourquoi il devrait payer alors que c'était elle qui s'était empiffrée. Sharon a soutenu qu'il devait payer puisqu'il les avait invités. Gavin a rétorqué « C'est qui déjà? Qui m'a invité à manger ?» Cela a rendu Sharon folle de rage. Le héros n'en avait absolument rien à faire d'elle, même si Sharon a fait un scandale au restaurant. Le personnel a tout confirmé. Au final, Sharon n'a pas eu d'autre choix que de le supplier. Pourtant, le héros a maintenu qu'il ne paierait pas pour des gens comme elle. La serveuse a commencé à mettre la pression. Sharon a alors dit qu'il était temps d'appeler Hunter Walsh pour donner une leçon à Gavin. À ce moment-là, le protagoniste est passé devant une boutique de loterie. Le bon côté, c'est qu'il se souvenait des numéros de sa vie passée. Il est entré et a acheté les tickets. À sa sortie, son ami l'attendait. Le petit gros mangeait des nouilles instantanées. Et Gavin avait une bonne nouvelle. Il prévoyait de sortir ce soir-là pour s'amuser un peu. Après ça, ils sont allés à l'entrepôt de Parker pour vérifier la quantité de fournitures. Parker ne comprenait toujours pas pourquoi il était si obsédé par le stockage d'objets. Gavin a simplement dit qu'une apocalypse glaciaire approchait. Il ne plaisantait pas, il devait stocker tout ce qu'il pouvait. Parker ne croyait pas vraiment ce que Gavin lui racontait. Son ami avait l'air cinglé, mais Gavin savait que la patience finirait par payer. Il a donc dit au petit gros qu'il finirait par comprendre. Alors qu'il quittait l'entrepôt, 2 voyous les attendaient. Il a demandé s'ils étaient les larbins de Hunter Walsh. Ces types étaient là pour les tabasser sans aucune pitié. Et oui, c'est bien Sharon qui les avait envoyés. Parker a alors dit qu'il allait appeler la police. Le chauve a répondu qu'il leur briserait les jambes bien avant que les flics n'arrivent. Mais Gavin a dit qu'il n'était pas nécessaire d'appeler la police, car le pouvoir du protagoniste allait prendre le dessus. La brute s'est moquée de lui, disant qu'il était bien courageux de ne pas vouloir appeler les secours. Le petit gros s'est avancé et a déclaré que son père était le patron de Parker Materials. Il leur a dit de faire attention, mais le chauve a rétorqué que leur problème n'était qu'avec Gavin. Quand il a crié à Parker de s'enfuir, les voyous ont attaqué, il lui a fracassé un bâton en bois en plein visage avant de le plaquer au sol, pendant que le reste de la bande restait pétrifié derrière. Ils étaient soit furieux, soit terrifiés à l'idée de subir le même sort. Gavin a pointé son doigt vers eux en disant que ça traînait trop, tout le monde pouvait voir qu'ils hésitaient.
Gavin a montré qu'il ne réfléchissait pas, il agissait et il les a tous mis au tapis avec une force brute. Il les a tous corrigés un par un. Parker regardait la scène totalement incrédule. Il se demandait si c'était vraiment le même Gavin Clark qu'il connaissait. Gavin a fait tournoyer son bâton et a lancé « Est-ce que quelqu'un d'autre en veut ?» Il a ajouté que celui qui ne voulait pas d'un autre coup devait lui envoyer 100 000 quand le blond a essayé de discuter. Il s'est pris une droite en plein visage, ils ont fini par payer les uns après les autres et le héros a vite récolté 600 000. Il se comportait déjà comme un collecteur de dettes impitoyable, il a simplement attrapé son ami et est parti. Et devinez où notre héros a décidé de claquer tout ce fric. Dans les femmes, et le chaos a suivi. Celui qui en profitait le plus était Parker. Il n'y avait qu'à voir sa tête de ravi. Gavin s'est approché de la réceptionniste et a demandé à voir le patron. Monsieur Jacob, en disant qu'il avait une livraison pour le Magna. Peu après, ils ont traversé un couloir rempli de gardes de sécurité. Parker a dit « Tu m'avais promis que ce serait excitant ». Et Gavin a répondu « On va rencontrer le grand patron ?» C'est pas excitant ça. Le cœur du petit gros battait à 100 à l'heure. Et c'est là que le patron est apparu, Monsieur Jacob Louis. Il a dit qu'il ne les avait jamais vus et qu'il n'avait commandé aucune livraison. Gavin a répondu qu'il s'agissait de marchandises de valeur. Mais Monsieur Jacob a dit qu'il ne voyait rien du tout, alors Gavin a répliqué « C'est parce que la marchandise, c'est nous ». Monsieur Jacob a souri en disant qu'il n'avait jamais vu personne s'offrir ainsi comme marchandise. Pensant que c'était une blague, il a ordonné aux gardes de les entourer. Ils se sont donc retrouvés encerclés. Le héros a dit à Parker de rester calme. Le business de Monsieur Jacob était le trafic d'organes illégal. Alors où étaient les organes? Gavin a dit que c'était les leurs, ce qui a fait paniquer Parker encore plus. Gavin a provoqué Monsieur Jacob davantage en lui demandant s'il y avait quelque chose qu'il refusait de toucher. L'homme a répondu que non, alors Gavin a proposé un marché, 10 millions et tous mes organes sont à toi. Monsieur Jacob a dit que le marché était en baisse, alors il ne paierait que 5 millions. Gavin a accepté, mais à une condition, il devait toucher l'argent d'abord. Et il livrerait le corps d'ici 3 jours. Ils se sont serrés la main et ont conclu l'affaire. Voyez comme c'est facile? Monsieur Jacob a ensuite demandé un contrat pour que Gavin le signe. Mais le héros a dit « Attendez, pourquoi n'y a-t-il qu'un seul contrat? Donnez-en un autre à mon ami aussi, si Parker n'était pas déjà devenu fou. » Il était sur le point de le devenir. Un homme de main lui a dit d'arrêter d'hésiter et de signer. Voilà où ils en étaient arrivés. Parker a quitté la boîte de nuit en demandant quel genre d'ami vend le corps d'une autre personne, et Gavin lui a dit de se calmer. Même si ça ne l'aidait pas beaucoup, Gavin Clark a dit qu'il avait un plan et que Monsieur Jacob allait certainement mourir. Alors que Parker paniquait, Gavin a dit qu'il allait lui montrer comment on fait, car l'apocalypse approchait. Peu de temps après, ils sont allés louer une villa, même si son ami ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Gavin savait qu'au moment de l'apocalypse, l'endroit serait pris d'assaut par des gens désespérés qui n'auraient nulle part où aller. Il avait donc bien l'intention d'en prendre le contrôle, malgré les paroles de l'agent immobilier qui disait que le propriétaire refusait de louer. Gavin a proposé le double puis 5 fois le prix, avant d'offrir 10 fois le montant du loyer. Il paierait même le premier mois d'avance, et avec une offre pareille, l'agent ne pouvait tout simplement pas refuser. Il a aussi exigé l'autorisation complète de rénover la maison à sa guise, ce à quoi l'agent a répondu que cela ne poserait aucun problème. À un moment donné, Jenny Scott est apparue au bout du couloir, et dès qu'elle l'a aperçu, elle a perdu ses nerfs. Sa mère était là elle aussi, et elle ne s'est pas gênée pour l'humilier. Elle a lancé que sa fille ne s'intéresserait jamais à un pauvre type comme lui, ce à quoi il a répondu « S'ils étaient assez stupides pour croire qu'il la suivait en cachette, il ferait mieux de savoir qu'en réalité, il louait un appartement ici. » Shane Scott s'est moqué de lui, en disant que le loyer ici coûtait au moins 20 000 par mois. « Alors, c'est vous qui lui dites ou c'est moi ?» C'est à ce moment-là que l'agent est arrivé. Il a annoncé que tout était prêt et que le loyer s'élevait en fait à 25 000 par mois. C'est plutôt bon marché. La vieille femme ne savait plus quoi dire, tandis que Shane Scott lui a ordonné d'arrêter de forcer pour rester près d'elle. Car ça ne marcherait jamais, le héros n'a pas vraiment répondu et a laissé couler. Parfois, le silence est plus parlant, elles sont parties, en continuant de le regarder de haut. Mais elles n'ont pas pu ignorer l'agent lorsqu'il a précisé qu'il paierait 225 000 pour 10 mois d'avance. Elles se sont immédiatement retournées, n'en croyant pas leurs oreilles. Gavin a simplement montré la preuve du paiement. « Je viens de transférer 225 000 », l'agent lui a alors remis les clés. La mère a demandé à sa fille si elle ne s'était pas trompée sur le compte de Gavin, et Shane Scott a répondu qu'elle l'avait toujours pris pour un simple orphelin. Quoi qu'il en soit, la prochaine étape était de rénover l'appartement. Le héros a alors interrogé Parker au sujet de la société Rainbow. C'est la meilleure entreprise de rénovation de la ville, il a assuré que tout était sous contrôle. Et ce soir-là, Parker comprendrait ce qu'il voulait dire, ils ont encore discuté de tout et de rien. Et ils ont fixé leur rendez-vous pour la soirée à l'entreprise de rénovation. Shane était là, elle aussi, prévoyant de refaire son appartement. Gavin est arrivé pile à l'heure, Shane n'a pas perdu une seconde pour l'accuser de la harceler. Même pour notre héros, c'était agaçant, Parker a pris sa défense pendant que Gavin s'adressait à l'assistant. En disant qu'il venait sur recommandation, alors que les deux jalouses bouillonnaient de rage, le manager est apparu, Monsieur Zhang. L'assistant a désigné les clients, et la mère a commencé à déblatérer des absurdités. Ça ne valait même pas la peine d'être répété. Il fallait rester patient, c'était de toute façon une discussion sans intérêt, la rousse est allée directement parler au manager. Il lui a tout de suite demandé si elle avait une recommandation. Elle a dit oui, Monsieur Zhang a alors pointé du doigt. Monsieur Zhang l'a salué poliment et l'a fait entrer. Shen et sa mère étaient furieuses et totalement déconcertées. Et elles allaient le rester. Dans le bureau, Monsieur Zhang a demandé au héros ce qu'il souhaitait rénover.
Et Gavin a déclaré qu'il voulait transformer sa villa, le manager a expliqué que des rénovations simples coûtaient environ 600 000, tandis que les plus complexes atteignaient environ 3 millions, c'est plutôt abordable. Gavin voulait que le manager supervise personnellement le projet, mais M. Zhang a répondu qu'il était occupé par de gros contrats, et qu'il ne pouvait pas tout gérer, alors Gavin a pris les devants et a fait comprendre qu'il était le client prioritaire. « Quel est votre budget ?» a demandé le manager, et Gavin a répondu que c'était modeste. « Juste 30 millions. » Quoi ? 30 millions. M. Zhang a failli tomber à la renverse. N'importe qui aurait réagi de la même façon, vous avez bien dit 30 millions, pas 3, a demandé le manager quand Gavin a confirmé à nouveau, même le directeur est apparu. En disant qu'il s'occuperait de lui personnellement, le manager a dit au directeur de s'écarter. Ce qui le laissait perplexe, c'était de savoir pourquoi Gavin voulait rénover une maison louée, alors qu'il pouvait pratiquement tout s'acheter. Mais il allait bientôt comprendre, alors que Gavin exposait ses plans. Le gérant a été sidéré en voyant les plans, car le héros voulait construire une installation à grande échelle. Gavin a dit qu'il investirait encore plus d'argent, tant que tout serait terminé en moins d'un mois. Monsieur Zhang a été impressionné par la proposition, cela ressemblait à un bunker fortifié, presque comme si une apocalypse approchait, ce qui le poussait à accélérer la cadence. Le héros a dit qu'il transférerait 20 millions immédiatement et 5 millions de plus par la suite. Monsieur Zhang a dit « Mon fils, tu n'as plus besoin de dire quoi que ce soit. » En partant, Parker a demandé ce qui prenait son ami, mais Gavin lui a dit de se détendre car l'argent perdrait bientôt toute sa valeur. Après tout, il avait sécurisé 10 millions grâce au prêt qu'il avait contracté, et voilà qu'elle revenait encore. Shane Scott a demandé une fois de plus si Gavin essayait d'attirer son attention. Gavin a répondu que rien de tout cela ne la regardait, soyons brefs. La femme plus âgée a dit que sa fille avait dépensé 1 million, le gars rondouillard a répondu que ce n'était rien puisque son ami en avait dépensé 35. Shane Scott a dit « Ah vraiment ?» et la vieille femme a continué ses divagations. Alors que le héros confirmait cela avec désinvolture, l'assistante est arrivée peu après avec le contrat. La femme impolie l'a arraché de ses mains avant de paniquer en réalisant que tout était bien réel. Qu'elle le veuille ou non, elle devait accepter la vérité. « Mon Dieu, il en faut de la patience !» La vieille femme insistait sur le fait que c'était un faux. « Tu n'as pas 35 millions, ce contrat est mensonger », l'assistante est intervenue pour le défendre. Mais la vieille femme continuait de faire une scène, alors le héros l'a giflé en plein visage. « Tais-toi !» Après cela, ils sont partis, laissant Shane Scott hurler toute seule. Ce soir-là, ils sont retournés à la villa. Parker a demandé pourquoi ils étaient revenus là, basse. Et Gavin a dit qu'il allait prouver que l'apocalypse arrivait, la température continuait de baisser. Ils sont montés sur le toit, et ils sont restés jusqu'à ce qu'une étoile filante apparaisse. Et pas seulement une, beaucoup d'autres ont commencé à tomber, en fait, elles fonçaient droit sur eux. Le héros a expliqué que quiconque entrerait en contact avec elles éveillerait une sorte de capacité. Des pouvoirs humains allaient être débloqués, les étoiles filantes descendaient à toute vitesse. Se dirigeant droit sur eux deux, court Clark. « Elles arrivent !» a crié Parker. « Elles vont nous percuter !» a-t-il ajouté. Mais le héros a répondu « Exactement mon ami, c'est justement là le but. » Parker lui a dit d'arrêter ses délires, mais Gavin s'est avancé vers la lumière et a été emporté par l'étoile filante. Pour le gars enrobé, on aurait dit que tout était fini, mais quelques instants plus tard, le héros est revenu. Désormais investi d'un pouvoir, flottant dans les airs, il a demandé « Alors mon ami, tu me crois maintenant ?» La lueur autour de lui brillait beaucoup plus fort, c'était la preuve de son évolution. Parker a dit « Je ne vois pas vraiment en quoi tu es plus fort », Gavin lui a fait une démonstration en le soulevant d'une seule main. « Alors tu me crois maintenant ?» Le gars pesait environ 200 kilos. Pourtant le héros est allé encore plus loin et a sauté du toit. Tout en le retenant, à la maison voisine, Shen regardait par la fenêtre. Elle a dit avoir vu une étoile filante atterrir dans le jardin de Gavin, puis elle a balayé l'idée, Zeke Yang reviendrait pour s'occuper du héros. Et en parlant de lui, le voilà, Zeke est entré en appelant Shane Scott. Elle a répondu, et il est allé directement vers la rousse. « Salut bébé. »« Va prendre une douche, on va s'amuser », a-t-il dit en lui mettant une petite claque. La vieille femme l'a grondé pour son comportement devant elle, avant toute chose, Shane Scott. S'étant pressé de mentionner qu'un voisin indésirable s'était installé tout près, Zeke est devenu furieux en entendant que Gavin Clark était dans le coin. Et la vieille femme a jeté de l'huile sur le feu, « Prépare-toi car maintenant ». Zeke était sur le point de passer à la vitesse supérieure et de semer le trouble dans le voisinage. Il a passé un coup de fil à une salle de sport où un combattant s'entraînait. L'homme de grande taille a répondu à l'appel en plein combat. Zeke lui a donné pour mission de se rendre dans le quartier et de flanquer une raclée à Gavin. Il a accepté et a continué le combat. Son adversaire a trouvé son attitude insultante et l'a attaqué, pour finir au tapis après un puissant crochet du gauche. La foule était stupéfaite par la force du nouveau venu. Pendant ce temps, avant que les ennuis ne commencent, Gavin expliquait à Parker comment fonctionnait l'apocalypse de glace. Le petit gars un peu enrobé était terrifié par le sort réservé à l'humanité. Il a juré qu'il resterait aux côtés de Gavin quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances. Gavin a répondu « Très bien mon ami, ça c'est de la loyauté, maintenant rentre chez toi et vends ton père ». Parker a dit que c'était de la folie, mais Gavin lui a expliqué que d'ici quelques jours, le monde allait changer, peu importe la richesse de son père, l'argent deviendrait inutile alors que les provisions seraient essentielles. Alors Parker a pris une décision. « Très bien, je vais vendre mon père », a-t-il dit. Cependant Gavin l'a averti de rester sur ses gardes, car il y avait du monde dehors qui entourait la maison. Bill avait encerclé les lieux et avait même ramené quelques amis avec lui. L'un d'eux, armé d'un marteau, a tenté de défoncer la porte et s'est immédiatement pris un coup en plein visage.
Gavin est alors sorti et a demandé ce que signifiait ce cirque. Bill s'est présenté et Gavin a répondu qu'il savait déjà qui il était. Dans l'Apocalypse, il ferait partie de ceux qui obtiendraient des capacités, mais pour l'instant, il n'était qu'un type de plus cherchant la bagarre. Le protagoniste a dit « Ne t'inquiète pas, je vais gérer ça calmement ». Bill est entré dans une rage folle et l'a attaqué. Le premier coup a raté et le second a été contré, les voyous étaient choqués de voir qu'il continuait à attaquer. Mais Gavin a montré qu'il ne reculerait pas, un coup de pied dans le menton de Bill l'a soulevé du sol. Même après ça, le grand gaillard refusait d'abandonner, c'est alors que Gavin a touché un point sensible. « Aide-moi et j'aiderai ta sœur », a-t-il dit. Bill s'est figé sous le choc. D'abord, comment Gavin était-il au courant pour sa sœur en phase terminale? Ensuite, Gavin savait qu'il participait à des combats clandestins pour payer son traitement. Gavin a dit « Travaille avec moi et je te promets de la sauver. Peux-tu vraiment sauver ma sœur ?» a demandé Bill. Gavin a confirmé qu'il était le seul à savoir comment faire. Bill n'a pas hésité et a dit « Alors dis-moi ce que tu attends de moi ». Gavin lui a ordonné d'aller tabasser Zach assez violemment pour qu'il reste cloué au lit pendant au moins 15 jours. Cruel? Pas vraiment. Bill a appelé ses hommes et est parti accomplir sa mission. L'un d'eux a demandé s'il croyait vraiment Gavin, mais Bill voulait simplement sauver sa sœur. Il était prêt à se raccrocher à n'importe quel espoir, reste à voir si faire confiance au héros était le bon choix. Pendant ce temps, dans l'appartement de Shane Scott, Zach avait d'autres intentions. Il a dit « Viens ici bébé, amusons-nous un peu », mais c'est alors que quelqu'un a frappé à la porte. La femme plus âgée est allée ouvrir et a réalisé que ce n'était pas le service d'étage. Bill a simplement dit « Pousse-toi de là ». La femme a essayé de l'attraper mais elle s'est pris une nouvelle gifle. Zach a demandé si le travail était fait, il a sorti de l'argent, offrant 200 000 pour le service. Bill lui a montré le résultat en lui décochant un coup de poing monumental. Zach est entré dans une colère noire et Bill a ordonné à ses hommes de le passer à tabac. Après un seul coup de pied, Zach a tenté de les menacer en utilisant le nom de sa famille. Bill a dit à son groupe d'arrêter. Malgré les menaces, l'homme costaud a délivré le message « Gavin Clark m'envoie m'occuper de toi ». Ils ont ensuite empoigné Zach et l'ont emmené. Peu de temps après, il se retrouvait pendu par les pieds, sévèrement amoché. Bill lui a ordonné de transférer 10 millions où le châtiment continuerait de retour à l'appartement de Gavin. Ils discutaient quand il a reçu un appel. Bill a rapporté que la mission était accomplie et que les 10 millions avaient été transférés. Il ne pouvait y avoir de meilleures nouvelles, notre héros est même allé se coucher avec un sentiment de satisfaction. Mais comme on dit, ce qui est donné peut aussi être repris. Le lendemain, Gavin a réalisé qu'il avait perdu à la loterie. Il était frustré car il se souvenait clairement des numéros de sa vie antérieure. Pourtant, il devait trouver une autre solution. À la salle de sport, l'entraînement était sur le point de commencer. Sharon et Jolene étaient déjà là à l'attendre, toutes deux pleines de rancœur. Sharon a dit « Nous devrions te donner ce que tout le monde attend, comme ça nous pourrons payer le restaurant. » Mais Gavin a simplement répliqué « Et en quoi ça me concerne moi ?» Jolene a alors tenté une approche plus douce. Disant qu'elle était prête à faire tout ce qu'il voulait pour récupérer l'argent, Sharon a ajouté « Donne-nous 20 000 et tu ne nous verras plus de la journée. » Gavin a accepté et a prêté 20 000 à chacune d'elles, elles lui ont assuré qu'elle le rembourserait. Ensuite, le héros a demandé à son ami pourquoi il avait les yeux aussi gonflés. Parker a répondu qu'il avait essayé de parler de l'apocalypse à son père. Et comme son père refusait de l'écouter, il avait fini par éclater en sanglots à cause de ça. Son père l'avait frappé pour qu'il s'arrête, Gavin lui a dit qu'avec le temps, il finirait par accepter la réalité. Bientôt, le superviseur a annoncé que le bus allait partir, et peu de temps après, ils étaient en route. Gavin a mentionné qu'il avait soif. Une camarade de classe lui a alors proposé de l'eau. Elle s'appelait Kwee, elle était magnifique avec des yeux brillants au ton chaud. Elle lui a dit gentiment qu'elle avait entendu ce que Shane Scott lui avait fait et qu'elle espérait qu'il allait bien. Elle a aussi mentionné ses soucis d'argent et lui a proposé de l'aider avec le peu qu'elle avait. Elle était incroyablement adorable, Gavin a dit qu'il n'en avait pas besoin. Parker a alors glissé « Mec, elle est vraiment à fond sur toi », Gavin a répondu « Arrête tes bêtises », au bout d'un moment. Ils sont arrivés à destination, ils étaient là pour un stage. Il y avait 3 niveaux d'affectation, du 3e étage jusqu'au 1er. Plus le niveau était élevé, meilleure était l'opportunité, c'est ce que le superviseur a expliqué. Il a commencé à appeler les étudiants affectés au 3e étage. Sharon et Jolene étaient dans le lot. Elles ont lancé un regard à Kwee et ont commencé à cancaner sur elle. Sharon a dit « Kwee vient de la campagne et n'a aucune expérience », le superviseur a continué en appelant les étudiants pour le 2e étage. Malheureusement, Parker, Gavin et Kwee n'ont pas été sélectionnés. Le superviseur a déclaré que tous les 3 seraient affectés au 1er étage. Kwee a dit qu'elle avait peur de ne rien apprendre là-bas, tout le monde les regardait. Et se moquait d'eux parce qu'ils étaient le groupe le moins bien classé. Le héros a contesté la décision du superviseur. Celui-ci prétendait que c'était le choix de l'école, mais Gavin n'était pas dupe. Il a compris que le superviseur mentait et l'a dit clairement. Le superviseur a prétendu que c'était pour l'équilibre, puisque Gavin était pauvre, il devait être avec Parker. Qui lui était riche, Parker a protesté, mais l'homme à la moustache lui a dit de la fermer. Parker a alors sorti son téléphone, révélant qu'il avait tout enregistré. C'est là qu'une autre personne est intervenue, Wanda. Il est arrivé en essayant de s'imposer. Même Sharon et Jolene trouvaient sa réaction excessive. Gavin a lancé « Tu te prends pour qui toi ?» Dégage, Wanda a essayé de jouer les durs en se moquant de la façon dont Gavin s'était fait jeter par Shane Scott. Mais il a fini par se faire corriger. Il a commis l'erreur de s'en prendre au protagoniste. Gavin l'a frappé de nouveau et quand Wanda a tenté d'appeler le superviseur, il s'en est repris une autre et s'est effondré. Le superviseur est apparu et a ordonné à Gavin d'arrêter, mais le héros n'a pas reculé et l'a frappé lui aussi.
Parker jubilait pendant que le reste de la classe regardait sous le choc. L'homme à la moustache a crié que Gavin et qu'il le ferait expulser. Gavin lui a dit de dégager et l'a assommé d'un coup de poing. Un seul coup a suffi, il a ensuite dit à Parker et Kwee-Kwee de partir avec lui. Cependant, Sharon a agi sournoisement et a demandé au superviseur de les laisser s'occuper de Kwee-Kwee. Elles se sont approchées de la jeune fille naïve avec des intentions louches et elle, innocente, les a suivies. Pendant ce temps, Gavin continuait son plan. Ils se sont rendus au plus grand port de fret de la ville. Toutes les marchandises arrivaient là par bateau. Il n'y avait qu'une raison pour que le héros soit là, le ravitaillement. Parker était sans voix, l'endroit possédait les meilleures ressources de la ville, mais y accéder était une autre paire de manches. Gavin a remarqué un panneau indiquant qu'il recrutait, et en voyant des femmes entrer, il a décidé de suivre cette voie. Ils se sont approchés d'un employé pour demander s'ils embauchaient. L'homme a poliment confirmé que c'était le cas. Cependant, il y avait un bémol. Il n'embauchait que des femmes. Gavin a alors suggéré de retourner chercher Kwee-Kwee pour les aider à entrer. De retour au stage, Jolene donnait plus d'informations à Sharon au sujet de Kwee-Kwee. Elles étaient convaincues qu'elle manquait encore cruellement d'expérience. Sharon a dit « Allez, venons-en aux faits et vérifions ça par nous-mêmes. » Elles ont abordé Kwee-Kwee et ont entamé la discussion. Elle s'est vite laissée amadouer par leurs paroles. Sharon a demandé « Dis-moi un peu, est-ce que tu as déjà eu un petit ami ?» Kwee-Kwee a répondu qu'elle n'avait jamais connu de relation de ce genre. Jolene a alors ajouté que c'était parfait car elle connaissait l'homme idéal pour elle. Kwee-Kwee a dit que ce n'était pas sa priorité. Mais Sharon a insisté sur le fait qu'il était primordial de rencontrer un homme riche. Elles ont ensuite emmené la pauvre fille naïve. En la convainquant tout au long du chemin, elles ont conduit Kwee-Kwee à un rendez-vous secret. Prétendant que Monsieur Yang était un parti excellent, elles l'ont ensuite présenté à l'intéressé. Et quel spécimen! Un homme plus âgé qui ressemblait à un boulanger à la retraite. L'homme a dit qu'il leur paierait 30 000. Une part pour chacune une fois la tâche accomplie. Les deux comploteuses sont parties, abandonnant la pauvre Kwee-Kwee avec lui alors qu'elle était terrifiée. Il s'est approché d'elle avec des intentions évidentes et Kwee-Kwee a menacé d'appeler la police s'il ne s'arrêtait pas. Mais l'homme a répliqué que tous les gardes travaillaient pour lui. Quand elle a tenté d'utiliser son téléphone, il le lui a arraché des mains. Cependant, l'appel avait déjà été lancé alors que l'appareil était au sol. Et qui était au bout du fil? Lui. L'appel avait atteint le téléphone de Gavin. Il a répondu calmement, mais l'homme a écrasé le téléphone de Kwee-Kwee en se rapprochant d'elle. Kwee-Kwee a alors saisi un vase et a juré qu'elle préférait mourir plutôt que de se soumettre à lui. Le signal étant coupé, Gavin et Parker ont eu des soupçons. Ils se sont donc précipités. Il fallait faire vite car elle luttait déjà pour se défendre. Le directeur l'a frappé avec force au moment où les deux autres arrivèrent à l'extérieur. Mais un garde leur barrait la route. Parker a tenté de discuter pour passer. Mais Gavin a violemment écarté le garde. C'était une question de vie ou de mort, et de dignité. Quand ils ont voulu avancer, le garde les a de nouveau bloqués. Gavin a prétendu être le père de Monsieur Yang et a foncé vers l'ascenseur. Le garde a compris la ruse et a appelé du renfort. Pendant ce temps, à l'étage, les deux filles passaient par là en se vantant de leur coup. Elles se sont soudainement figées en l'apercevant. Gavin Clark a demandé où se trouvait Kwee-Kwee. Elles ont essayé de jouer les innocentes, mais il a dit « Je vais vous le demander une dernière fois, où est Kwee-Kwee ?» Sharon a répondu avec désinvolture et il l'a giflée, la mettant hors de combat. Jolene a voulu parler et a été frappée elle aussi. Personne n'a été épargné. Très vite, elles ont conduit Gavin au bureau du directeur. Gavin est entré de force, en défonçant la porte. Heureusement, le pire n'était pas encore arrivé. Alors que Kwee-Kwee appelait toujours à l'aide, Gavin a ordonné à l'homme de la lâcher. Le directeur a pointé son doigt vers lui avec arrogance, essayant de faire le dur. Cette assurance a volé en éclats quand Gavin lui a brisé le doigt. L'homme a hurlé pour appeler la sécurité. Mais il a reçu un coup terrible à l'estomac qui l'a laissé clouer au sol. Gavin est allé vers Kwee-Kwee pour voir si elle allait bien. Quand la sécurité est arrivée, ils ont trouvé le directeur encore vivant. Il leur a ordonné de tuer Gavin et Parker, ainsi que les deux filles. Mais avant qu'ils ne puissent bouger, les gardes ont été neutralisés les uns après les autres. Il ne restait plus que le directeur. Gavin a dit « Je vais m'assurer que tu ne fasses plus jamais de mal à personne. » Puis, il lui a écrasé le bas du corps d'un coup de talon. Alors que l'homme se tordait de douleur, Gavin s'est dirigé vers les deux filles. Elles étaient totalement terrorisées et, comme prévu, elles se sont fait frapper à nouveau. À bien y réfléchir, le héros doit être un véritable expert dans ce domaine. Il a rassemblé ses compagnons et est parti en vitesse, laissant les autres derrière dans le regret. Jolene est allée voir le directeur, mais elle s'est encore pris un coup. Personne ne semblait échapper à la sanction. Le directeur a ensuite passé un coup de fil pour invoquer un certain Buan. Qui était ce Buan? Cela restait un mystère. Pendant ce temps, Gavin et son groupe s'éloignaient, et Kwee-Kwee l'a remercié de tout cœur de l'avoir sauvé. Gavin a répondu humblement et lui a demandé ce qu'elle comptait faire. Kwee-Kwee a dit qu'elle avait l'intention de se trouver un travail après son stage, mais que maintenant, tout semblait gâché. Gavin lui a promis de lui trouver un emploi, elle était aux anges, d'autant plus qu'il avait déjà un plan en tête. Ils se sont rendus à un stand de recrutement, elle ne se sentait pas à la hauteur car il cherchait un gestionnaire d'entrepôt. Gavin lui a dit qu'avec de la détermination, elle s'en sortirait très bien. Le recruteur les a pressés de se dépêcher. Gavin l'a encouragé à s'avancer pour s'inscrire, puis ils ont fait leurs adieux à Parker. En notant que seule une personne aussi naïve qu'elle pouvait obtenir un tel poste, Gavin a répondu que c'était précisément pour cela qu'elle avait été choisie. Après cela, ils sont partis, mais ils ont vite été interceptés par les hommes de Monsieur Jacob. Le délai était passé et il était temps de passer à la caisse, ils avaient l'intention de les tuer pour récupérer leurs organes. Gavin a simplement dit que le vrai spectacle ne faisait que commencer, et il les a suivis jusqu'à l'entrepôt où tout allait se jouer.
Ils sont entrés, les gardes les escortaient, mais Gavin a rapidement désarmé l'un d'eux avant de l'abattre. Cela a alerté les autres, mais Gavin s'est aussi occupé d'eux, il a ramassé une. C'était une bonne occasion de s'entraîner avant l'apocalypse. Parker n'avait aucune idée de comment s'en servir, mais Gavin lui a dit que c'était comme un jeu. Vise et tire, il devait apprendre rapidement, ils se sont ensuite dirigés vers la zone des conteneurs. Là-bas, Parker a reconnu Zuma Biotech, l'une des entreprises de biotechnologie les plus riches au monde. Gavin a expliqué que dans sa vie antérieure, cette entreprise essayait d'améliorer la survie humaine grâce à la biologie, mais la conversation n'a pas duré longtemps, Gavin a abattu l'un d'entre eux sans aucune hésitation. Après avoir vérifié leurs identités, il a vu que c'étaient des agents de la biotech. Plus loin, une femme blonde a rejoint Monsieur Jacob, il lui a dit que d'autres organes arriveraient bientôt. Il a juste oublié de préciser que les donneurs étaient encore en vie et qu'ils arrivaient pour lui, a dit la femme. Si ce sont les survivants, pourquoi sont-ils armés? Puis elle a ouvert le feu. Elle a tiré dans la jambe du mania et a éliminé ses gardes. Bientôt, d'autres se sont joints au combat et une fusillade a éclaté, le protagoniste a éliminé encore plus d'ennemis. Mais même s'ils étaient de plus en plus nombreux, ils tombaient tous aussi vite les uns que les autres. À la fin, il ne restait plus que les chefs, Gavin s'est avancé et a demandé « C'est quoi ton plan, le vieux ?» Jacob a dit qu'il ne coopérerait pas, alors il a pris une autre balle dans le bras. Le vieil homme a prétendu que Gavin n'avait aucune idée de qui il avait affaire, mais tout le monde savait que le héros ne parlait qu'une seule fois. Il a dit à Parker de finir le travail, mais quand Parker a hésité, Jacob a sorti une arme et par instinct, Parker a tiré une balle en plein front, l'homme s'est effondré sans vie. Gavin a ensuite salué la femme blonde, elle était sous le choc qu'il connaisse son nom. Il a dit « Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis, mais si tu veux un nom, appelle-moi papa ». Comme elle a mal réagi, il lui a tiré dans la jambe, juste comme ça, sans l'ombre d'une pitié. Elle a juré qu'il le regretterait, et il lui a de nouveau tiré dans la jambe. C'était la fin pour elle, elle l'a supplié d'arrêter et a révélé sur quoi il travaillait. Il menait des expériences sur des humains depuis longtemps, a-t-elle expliqué. Cela concernait l'évolution humaine et la création d'armes biologiques. Mais Gavin n'avait pas besoin d'en entendre davantage, il savait déjà que dans le futur, tout cela mènerait à un ennemi puissant connu sous le nom de Mantes. Un seigneur de guerre, ce n'était qu'une question de temps, Parker a souligné que c'était un projet top secret. Comment Gavin le savait, cela restait sans réponse. Ce qui importait, c'était que la mallette était remplie d'organes humains. Elle lui a aussi proposé la richesse et le pouvoir s'ils unissaient leurs forces. Elle n'a pas réalisé qu'il avait déjà bien assez de pouvoir au moment où il a braqué son arme sur elle. Elle a presque craqué en disant qu'elle pouvait encore être utile. Gavin a demandé comment, elle a répondu « Je suis très doué avec ma bouche », alors Gavin a vérifié ses dires en lui logeant une balle dans la bouche. Il a dit que tu te vantais d'être doué avec ta bouche, et pourtant tu n'as pas été capable d'assumer. Apparemment pas. Parmi les objets qu'il a trouvés, il y avait une carte d'accès pour l'un des complexes de biotechnologie. La nouvelle a fini par atteindre le directeur corrompu, il avait apparemment perdu une partie de ses actions. C'est alors que quelqu'un qui l'attendait est apparu, Hunter Walsh. C'était le même homme qui s'était fait rétamer par notre héros plus tôt et qui revenait pour se venger. Pendant ce temps, la villa de Gavin avait été entièrement rénovée et renforcée, elle était si sûre que même un char d'assaut ne pourrait pas la forcer. Zhang avait terminé les travaux en une semaine, comme promis, puis quelqu'un d'inattendu a débarqué. Elle prétendait faire partie du comité de quartier, elle lui a dit de scanner un code pour rejoindre le groupe de discussion du voisinage. Et c'est ce qu'il a fait. Elle a remarqué qu'il avait une pile de cartons vides et lui a demandé si elle pouvait les emporter. Gavin ne voulait pas qu'elle entre, mais elle insistait lourdement, alors il a refusé. Ce qui l'a agacé. Elle a continué de forcer et il commençait à perdre patience. « Dégage », a-t-il dit. Elle s'est offusquée de son ton, alors il a répliqué. « Passe d'ici ou tu vas le regretter ». Elle est partie en râlant, ce qui était sans doute mieux comme ça. Ailleurs dans le quartier, Zank préparait sa vengeance. Il a payé ses hommes 500 000 pour qu'ils se partagent la somme. Le borgne, Jesse, a dit « Boss, vous êtes trop généreux, dites-nous juste ce qu'on doit faire ». Zank a répondu que c'était une mission spéciale. Il devait trouver Gavin et l'éliminer sans laisser la moindre trace. Le borgne a dit que les choses allaient chauffer ce soir-là, mais tout le monde savait déjà comment ça finirait. À la tombée de la nuit, les hommes ont tendu une embuscade. Le borgne leur a dit de rester aux aguets à l'intérieur. Pendant ce temps, Gavin profitait d'un moment de calme, puis il a senti l'approche d'un danger. Il les entendait comploter devant la porte, Hunter Walsh était là lui aussi. Deux groupes étaient venus pour le descendre. Hunter a dit « Souvenez-vous, frappez-le jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de lui ». C'est à ce moment-là que Gavin a éteint les lumières. Les deux camps se sont préparés, d'un côté les hommes de Zach et de l'autre ceux du directeur. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que les deux groupes sont tombés l'un sur l'autre. Le borgne a visé dans l'obscurité, mais Hunter l'a prévenu de ne pas agir. Ils ont commencé à se disputer, le ton est monté et bientôt ils étaient prêts à s'entretuer. Les deux camps ont donné l'ordre d'attaquer, le chaos a éclaté et les coups de feu ont retenti. Des tirs incessants résonnaient partout, on se serait cru dans une scène de film d'action. La situation a viré au chaos total et le seul qui s'en amusait était notre héros. « Laissez-les s'amuser », a-t-il dit. Ça a continué jusqu'à ce que la lumière revienne. Révélant les dégâts, Hunter a exigé de savoir ce qui s'était passé, c'est là qu'il a réalisé la situation qu'ils avaient provoquée. Mais finalement, rien de plus n'en est ressorti. 3 jours plus tard, Parker a dit que Shang Tsung avait tout tenté pour le faire expulser et qu'il était même en train de fêter ça. Parker a montré des messages où ils en discutaient, puis Gavin a envoyé un message pour dénoncer Shang Tsung, affirmant qu'il avait une liaison avec la femme du directeur. Shang Tsung a paniqué et a répondu avec rage. Parker a dit que ça avait marché. Shang Tsung s'est précipité sur les forums de l'école pour poster des messages alors que la situation devenait incontrôlable. Gavin a dit qu'il avait des affaires plus importantes à régler, comme s'occuper du père de Parker qui ne le croyait toujours pas.
Il a dit qu'il s'occuperait de ça aussi, puis ils se sont dirigés vers un quartier calme de la ville. La nuit, on y trouvait l'une des maisons les plus réputées du coin, et pourtant, à l'intérieur, une enfant était enfermée dans une... Alors que l'homme se plaignait de ne plus avoir d'alcool, la petite fille l'a fixé du regard et il l'a frappée avec une bouteille. L'homme, si on pouvait encore l'appeler un père, prétendait qu'elle ne valait rien, et qu'elle n'était qu'un fardeau ramené par sa mère lors de leur mariage. Quand il l'a attrapée par les cheveux, elle l'a mordue, rien que pour ça, il a juré qu'il la tuerait. Mais Gavin est arrivé juste à temps. L'homme s'appelait Feng, et dans l'Apocalypse, il obtiendrait un puissant pouvoir d'hyperespace et s'attirerait les faveurs des autorités. Même ainsi, il a abandonné toute une ville à la famine après s'être enfui avec les provisions. Sa fin a été loin d'être paisible. Le démon des glaces a fini par le tuer, il n'y avait qu'un seul problème. Cette fille n'était jamais apparue dans la vie précédente de Gavin, au moins il n'avait aucun souvenir d'elle. Feng continuait de maltraiter l'enfant et Parker l'a menacé. Feng ivre les a attaqués aussi. Mais au lieu du protagoniste, c'est Parker qui lui a tiré dans la jambe. Quelle surprise! Gavin a remarqué que la visée de Parker s'améliorait. Parker s'est avancé et a déclaré qu'il ne laisserait pas quelqu'un comme Feng partir avec la petite. Pourtant, l'enfant a bougé en premier et a frappé Feng. Le coup n'était pas suffisant, alors elle l'a frappé encore et encore sans s'arrêter. Il ne restait rien de lui. Gavin a affirmé qu'il méritait ce sort. Il est mort exactement comme il a vécu. Le protagoniste a dit à Parker de nettoyer la petite pendant qu'il s'occupait de quelque chose de plus important. Une autre pluie d'étoiles filantes a commencé. Il s'est laissé frapper par l'une d'elles à nouveau. Cette fois, il a obtenu une nouvelle capacité, il pouvait désormais stocker d'innombrables objets dans un espace, plus grand que plusieurs terrains de football réunis. Cependant, il y avait un problème, une voiture de police passait par là. Ils avaient arrêté un homme qui prétendait être venu dans cette maison pour acheter une fille. Les agents se sont préparés à intervenir. À l'intérieur, l'enfant avait déjà été nettoyé et soigné, puis vint l'avertissement que la police était dehors. C'était le moment idéal pour Gavin de tester son nouveau pouvoir, il a fait disparaître le corps de Feng instantanément. La police est alors entrée, qui est Feng, a demandé le sergent. Ils ont levé les mains tandis que l'homme détenu les désignait du doigt, disant qu'aucun d'eux n'était la bonne personne. L'officier a demandé à nouveau ce qu'il faisait là, et Gavin a répondu que la petite était sa cousine éloignée, et qu'il était venu prendre de ses nouvelles. Parker a ajouté qu'il n'était qu'un camarade de classe. Le sergent a ensuite demandé son nom à la petite fille effrayée. « Je m'appelle Xixi », a-t-elle répondu. Il a demandé si elle connaissait Gavin, et elle a confirmé que oui. Elle a dit qu'il était son cousin, présenté par sa mère. Sur ce, les agents les ont laissés tranquilles, Parker était prêt à partir. Mais ils oubliaient la petite qu'ils venaient de sauver. Gavin lui a demandé si elle voulait venir avec eux. Elle a hésité brièvement, mais il a décidé qu'elle viendrait quoi qu'il en soit, c'était plus sûr ainsi, tu sais, cuisiner des nouilles instantanées. A-t-il demandé? Elle a répondu que oui, après tout, qui ne sait pas faire ça? C'était réglé, et tous les trois ont disparu dans la nuit. Le matin est venu, et il ne restait que 3 jours avant l'apocalypse. Parker a admis qu'il était encore secoué par tout ça, mais Gavin l'a rassuré, l'important maintenant était de convaincre son père. Monsieur Gray n'était pas content, Parker a essayé d'expliquer à nouveau, le vieil homme a simplement demandé à boire son thé en paix. Quand il a tendu la main vers sa tasse, elle a disparu de la table. Gavin avait utilisé sa capacité, même si pour le vieil homme, cela ressemblait à un tour de passe-passe. Puis le canapé a disparu aussi, il est tombé par terre, et Gavin a dit « Alors monsieur, vous me croyez maintenant ?» Monsieur Gray refusait toujours d'accepter la réalité. Alors la table a disparu ensuite, même là, il restait sceptique. Il a dit « Si tu peux faire disparaître tout ce qu'il y a dans cette maison, alors je te croirai. » Gavin a répondu « N'en dis pas plus, tout a disparu instantanément. Malheureusement, c'est Parker qui a fini par tout se prendre. »« Eh papa, je n'ai rien fait, a-t-il protesté. Gray a répondu qu'il voulait juste confirmer qu'il ne rêvait pas, et clairement ce n'était pas le cas le lendemain. Il ne restait que 2 jours avant l'apocalypse, et cela a commencé par de l'argent arrivant sur le compte de Gavin. Il avait obtenu 760 millions sans taxes. Gavin a continué d'acheter des provisions. Il prévoyait aussi de se procurer des armes. Dans sa villa, qui ressemblait désormais plus à une forteresse, les travaux étaient terminés. Le gérant, Zong, lui présenta le résultat final. Tout était fait, et Gavin le félicita avant de régler la facture. Il lui donna aussi quelques conseils, lui suggérant de rester chez lui et de faire des réserves de provisions. Zong trouva ça bizarre et demanda si une tempête arrivait. Gavin répondit qu'une énorme tempête se préparait. Le gérant prit l'avertissement au sérieux et décida de se reposer. Dehors, Parker arrivait avec un chariot rempli à ras-bord de marchandises. Il était temps de tout stocker. De loin, Lil l'observait, se demandant bien comment il pouvait s'offrir tout ça. Son petit-fils remarqua une boîte de bonbons et elle décida d'en prendre un pour lui. Pendant ce temps, Parker et Gavin discutaient de leurs dépenses. Ils n'avaient même pas encore atteint 1 million. Un ouvrier s'approcha alors, disant qu'une cargaison d'arbalètes n'avait pas pu être déchargée. Car une vieille femme les empêchait de travailler, elle ouvrait les caisses sans aucune permission. C'était inadmissible, le propriétaire intervint pour lui demander ce qu'elle croyait faire. Elle joua les innocentes, disant qu'elle prenait juste une sucette pour son petit-fils. Gavin refusa net, elle le traita de radin, et il répliqua aussitôt. Il lui ordonna de partir, mais elle continua de l'insulter. Pendant ce temps, son petit-fils réussit à ouvrir l'une des caisses pour attraper ce qu'il voulait, Gavin lui ordonna de descendre. Le gamin fit preuve de défi, alors Gavin retroussa ses manches et menaça de lui donner une leçon. La vieille lui dit de ne pas l'approcher, puis les choses ont mal tourné. Le garçon tomba dans la caisse et fut transpercé par de nombreuses flèches. Gavin avait essayé de les prévenir, mais c'était trop tard, et il fit remarquer qu'il n'avait que ce qu'il méritait. La femme partit en furie en menaçant de se venger. Dehors, Shane Scott apparut avec son ami aux cheveux bleus, Z King. Elle se demanda brièvement ce que faisait le protagoniste.
Mais elle n'y prêta pas trop attention, disant simplement que Zed King s'occuperait de lui tôt ou tard. Ils allèrent ensuite à l'entrepôt où travaillait Kwai Kwai et achetèrent 5 hangars de stockage pour le grain. Gavin demanda comment se passait son travail, elle répondit qu'elle avait été promue. Mais elle se demandait combien de temps elle devait rester, il lui dit qu'elle pouvait partir dès demain si elle voulait. Il ajouta qu'il avait besoin d'une dernière faveur, il lui demanda de l'aider à récupérer les clés de la cour de l'entrepôt ce soir-là. Kwai Kwai demanda ce qu'il comptait faire, Gavin répondit qu'elle comprendrait le moment venu, il lui ordonna de l'attendre seul, sans ramener personne. Ils allèrent ensuite inspecter l'espace de stockage, Monsieur Liang dit que tout était prêt. Après le départ du vieil homme, Gavin passa à l'action, il activa sa capacité spatiale, et toutes les caisses disparurent. Peu après, Monsieur Liang revint pour un oubli et trouva l'endroit totalement vide. « Qu'est-ce qui s'est passé ici » s'exclama-t-il sous le choc. Cette nuit-là, Gavin arriva à l'entrée de l'entrepôt. Kwai Kwai l'attendait déjà. Il s'approcha d'elle, la regarda dans les yeux et dit « Écoute, on est juste tous les deux alors reste tranquille, compris ?» Elle hocha la tête, et il ajouta « Bon, je commence », elle ferma les yeux s'attendant à toute autre chose. Gavin dit alors « Hé, qu'est-ce que tu fais à rester là sans bouger ?» « Suis-moi », elle obéit, ils arrivèrent à la section des étagères les plus hautes. Il avait l'intention d'utiliser son pouvoir pour absorber plus de caisses, et c'est exactement ce qu'il fit. Kwai Kwai était stupéfaite par ce qu'elle voyait, Gavin dit qu'il expliquerait tout plus tard. Pour l'instant, il devait rassembler plus de provisions. Ils se rendirent dans la salle de surveillance et vidèrent tout également, il n'y avait plus besoin de caméras pour l'apocalypse. De retour à la forteresse, Jixi leur a apporté du thé pendant ce temps-là. Gavin avait suffisamment expliqué la situation à Kwai Kwai. Elle a simplement dit « Je comprends, je te crois ». Parker était surpris de voir à quel point elle lui faisait confiance. Ce qui importait, c'est que Gavin les avait prévenus que l'apocalypse commencerait le lendemain, et qu'ils ne devaient sortir sous aucun prétexte. Kwai Kwai a dit qu'elle voulait sortir un instant pour profiter du temps qu'il restait, Gavin lui a dit de faire vite. Ailleurs, le borgne cherchait des excuses, il prétendait qu'ils étaient tombés sur le groupe de Hunter Walsh, et que ça s'était fini en tir allié, Zeke en avait assez de ses échecs. Alors cette fois, il a décidé d'agir en personne, ça ne semblait pas devoir bien se terminer pour lui. Pendant ce temps, Kwai Kwai s'occupait d'une portée de chatons, c'était ses adieux en douceur. Mais quelqu'un de mal intentionné l'observait de près. Zach a ordonné au borgne de la capturer, elle ferait l'appât parfait. Et peu après, ils ont reçu la confirmation qu'elle avait été enlevée. Zach a exigé que Gavin vienne seul. Il cherche la mort et je suis prêt à le tuer, a dit Gavin avec assurance, on ne savait pas vraiment s'il irait seul ou non. Ce qui était certain, c'est que l'apocalypse approchait et il leur a ordonné de libérer la fille. Ils l'ont relâchée, elle a couru vers Gavin, mais ce n'était qu'un piège pour que Zach puisse tirer. Avec des réflexes fulgurants, Gavin l'a saisi et a esquivé la balle. Comment a-t-il pu éviter ça s'est demandé Zach. Kwai Kwai était saine et sauve, mais terrifiée. Gavin l'a rassuré, il lui a dit qu'il n'y avait rien à craindre, Zach cependant. A dit qu'il avait prévu de les laisser vivre un peu plus longtemps, mais qu'il allait maintenant en finir plus tôt. Il a ordonné à ses hommes d'attaquer, le premier a eu la tête écrasée contre un mur. Les autres ont hésité mais ont fini par obéir aux ordres. L'un d'eux a tenté de poignarder Gavin, mais son couteau lui a été arraché. Gavin bougeait à une vitesse incroyable et les a tous neutralisés. Kwai Kwai avait du mal à respirer en réalisant qui il était vraiment, le borgne a mentionné qu'ils avaient des armes à feu. Il a tenté de tirer sur Gavin, parce que Gavin a révélé qu'il avait lui aussi un flingue. Ça a marqué la fin de leur groupe, c'était la première fois que Kwai Kwai voyait Gavin tué. Le borgne a essayé de s'échapper, mais il a été touché aux jambes comme beaucoup dans cette situation. Il a invoqué son nom au sein du groupe du dragon pour se protéger, il a reçu une autre balle dans la jambe. Et Gavin a déclaré qu'il savait exactement qui il était, j'avoue ma défaite, je l'admets. Dis-moi juste ton prix, a dit Zeke en plein désespoir. Gavin a répondu calmement, je veux 1 billion. Le protagoniste l'a dit tout de go, Zeke lui a dit d'arrêter de plaisanter. Personne de sensé ne pourrait payer une somme aussi absurde, mais c'était le prix de ses actes. Comme il ne pouvait pas payer, il a choisi de se battre, il s'est fait complètement massacrer. Gavin n'a arrêté son assaut que lorsque la police est arrivée derrière eux, c'est fini, c'est fini. Tout le monde à terre, les agents ont annoncé leur intervention, le visage couvert de bleu. Zach a prétendu qu'il les avait appelés avant que les choses ne s'enveniment, tu es fini, a-t-il dit. Avant de se faire tirer dans une zone sensible, ce qui a clairement fait mal, il a hurlé et Gavin a dit « Je m'appelle Harry et je m'en fiche, la police était déjà là et il était trop tard ». Ils ont arrêté tout le monde et Gavin a fait le décompte 3, 2, 1, maintenant la neige s'est mise à tomber, les agents étaient stupéfaits. Qu'est-ce qu'il se passe, c'est l'été, pourquoi neige-t-il se demandait-il. Ce n'était pas une petite neige, mais un véritable blizzard, tout le monde commençait à geler, l'apocalypse avait commencé. Le commandant a ordonné aux agents de les aider, Gavin a saisi le bras de Kwai Kwai et a dit qu'il devait partir. Parce que la température allait continuer de chuter, un agent lui a dit de s'arrêter. Mais Gavin a prévenu que tenir du métal par un tel froid était dangereux. Zeke a supplié qu'on l'aide, disant qu'il allait mourir de froid, Gavin a simplement répondu « Je sais, profite bien de l'apocalypse », et il est parti avec Kwai Kwai, alors que toute la ville. Et bientôt le monde entier a été englouti par une violente tempête de neige, les gens mouraient de froid, et le climat était en plein chaos. Gavin a expliqué à Kwai Kwai que les conditions ne feraient qu'empirer quand elle a demandé combien de temps cela durerait. Il a dit qu'il n'en savait rien, dans sa vie précédente, il était mort gelé. Il se souvenait que ce cauchemar de glace avait duré une année entière sans aucun signe de fin, c'était une situation terrifiante. Les gens ont rapidement perdu tout sens de la moralité et de l'ordre, ils ont commencé à piller les magasins sans aucune hésitation. Gavin a dit que ce n'était que le début, l'humanité allait continuer à se dégrader, pour preuve, 2 hommes les ont arrêtés pour leur voler leurs vêtements.
Gavin les a avertis de s'en aller. Au lieu de ça, ils ont attaqué sans réfléchir, l'un d'eux a été frappé et s'est effondré instantanément. Gavin a braqué son pistolet sur l'autre et, faisant preuve de retenue, lui a donné une autre chance par chance. L'homme l'a reconnu, le temps a passé, et la neige est... Gavin leur a ordonné de ne jamais ouvrir la porte à qui que ce soit. Les informations répétaient le même message, le monde était figé par la glace. Gavin a vérifié la discussion de groupe et a vu que les gens étaient encore en vie, il y avait beaucoup de plaintes concernant la pénurie de provisions. Il a ensuite envoyé un message, mon conseil est simple, si vous faites des réserves, stockez-en autant que possible. 3 jours plus tard, la neige ne s'était toujours pas arrêtée. Les températures extérieures étaient descendues à moins 60 degrés. Cookie s'inquiétait pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de se préparer. Au moins, ils étaient au courant, n'est-ce pas, dans la discussion de groupe, les gens paniquaient. Quelqu'un a suggéré de se rassembler pour vérifier les provisions de tout le monde. Puis on a frappé à leur porte, c'était Lil et d'autres personnes, tous demandaient qu'on les laisse entrer. Gavin a dit qu'il faisait déjà assez chaud à l'intérieur, Lil a crié pour qu'il ouvre la porte. Mais il a refusé, elle l'a réprimandé, comment oses-tu t'opposer à l'organisation du quartier? Gavin a répondu, comment j'ose m'y opposer? Regarde-moi bien, sa protestation n'a rien changé. Elle a dit au groupe d'aller voir les autres maisons à la place, seulement 3 jours après le début de l'apocalypse, et les gens montraient déjà leur pire visage. Ailleurs, Lil et Shane Scott discutaient de leur situation, ils n'avaient plus assez de nourriture que pour 3 jours de plus. Lil a suggéré de contacter quelqu'un pour acheter des provisions avant que les prix ne s'envolent. Shane a utilisé la discussion de groupe pour contacter un fournisseur, elle a commandé des nouilles instantanées et de la bouillie à un prix exorbitant. Gavin observait discrètement la conversation. Il a remarqué à quel point Shane était stratégique en achetant alors que les choses étaient encore à peu près abordables. Cookie a apporté un repas bien préparé, dans quelques jours seulement, tout s'effondrerait. 3 jours plus tard, la température a encore chuté pour atteindre moins 67 degrés. Sharon, Jolene et les autres étaient en train de geler, elle a demandé à Hunter Walsh ce qu'il comptait faire. Il a suggéré de piller l'un de leurs compagnons, puis il a remarqué Gavin Clark sur les réseaux sociaux. Geran n'avait aucune idée qu'il vivait dans ce quartier. Hunter Walsh a suggéré d'aller lui rendre une petite visite. Pendant ce temps, chez Gavin Clark, tout allait pour le mieux. Ils avaient même une salle de sport et Sixie s'entraînait avec eux, elle commençait déjà à maîtriser des techniques d'arts martiaux impressionnantes. Parker a réalisé qu'il devait s'entraîner lui aussi, le protagoniste l'a encouragé. Mais le grand gaillard n'était même pas capable de faire un seul squat. Il avait l'air d'être totalement hors de forme à la salle de sport, puis Gavin a reçu un message. Hunter Walsh dit que tu devrais savoir ce qui est bon pour toi, apporte-lui de la nourriture, ou il viendra s'occuper de ton cas. Le protagoniste a répondu « Va te faire voir, chez lui ?» Hunter Walsh a lu la réponse. Il a recraché son thé et a juré qu'il allait régler ses comptes une bonne fois pour toutes chez Shane Scott, sa mère. Elle lui a rappelé que Gavin avait stocké une quantité énorme de provisions. Ils ont discuté de la manière dont il aurait pu savoir que l'apocalypse arrivait, puis Shane Scott a élaboré un plan. « Ne t'inquiète pas maman, je sais comment le forcer à nous donner des provisions. Attends un peu et tu verras, une chose était indéniable, elle était attirante, du moins à l'extérieur. Dehors, un groupe avait déjà encerclé la maison fortifiée de Gavin Clark, Parker l'a fait remarquer, mais le personnage principal leur a dit de ne pas s'inquiéter. Ce n'était que Hunter Walsh et sa bande, Hunter a levé sa machette et a ordonné au personnage principal d'ouvrir la porte. Gavin lui a dit de partir, mais Hunter a continué ses menaces, le personnage principal n'avait plus l'intention de l'écouter. Il a appuyé sur un bouton et un jet d'eau a été pulvérisé sur eux, l'eau glaciale s'est rapidement transformée en glace. Dans le froid, ils ont reculé pour éviter de mourir gelés, Gavin a ensuite déclaré qu'il était temps pour eux de sortir. Assez de temps s'était écoulé depuis le début de l'apocalypse, mais d'autres météores allaient tomber. Il devait être prêt, il a reçu un message sur WhatsApp et, étonnamment, c'était de la part de Shane Scott. Elle a dit qu'elle voulait parler, il l'a ignoré par principe. Chez elle, Shane a rassuré sa mère en disant qu'il répondrait bientôt, mais 30 minutes sont passées et elle continuait d'envoyer des messages sans arrêt. Comme quelqu'un qui envoie désespérément des messages à son ex, malgré cela, Gavin Clark n'a pas répondu et l'a complètement ignoré. Après un certain temps, tout le monde gelait, même le feu n'était plus efficace. Shane s'est plainte que Gavin n'avait toujours pas répondu, puis elle a décidé d'envoyer un message vocal. Convaincu qu'il ne résisterait pas à sa voix, Gavin l'a écoutée et a remarqué à quel point elle était persistante. Alors il a décidé de jouer avec elle, il a répondu « Salut ma jolie ». Je te manque déjà. Quand elle a vu son message, elle a jeté son téléphone au sol. Dans le groupe de discussion du quartier, les choses n'allaient pas bien non plus. Quelqu'un a suggéré de rassembler toute la nourriture restante et de la distribuer entre les maisons. Gavin savait que ce plan allait probablement échouer, mais il n'a rien dit, il faisait déjà nuit dehors. Il a dit à Cookie et Sixie de s'habiller parce qu'ils sortaient, ils devaient récupérer le météore. Ils sont sortis dans le blizzard. Gavin les a prévenus que 2 météores allaient tomber. Et il leur a dit de rester vigilants, puis, un peu plus loin, il y avait Lil. Elle criait dans un mégaphone, incitant tous ceux qui avaient de la nourriture à contribuer pour la communauté. Parker a grommelé qu'elle était sans gêne, quelqu'un a reconnu Gavin Clark et l'a informé. Elle a dit qu'elle l'avait enfin trouvé, elle leur a ordonné de s'arrêter et a commencé à l'interroger. Sous-entendant qu'il avait stocké des provisions chez lui, il a admis que c'était le cas, elle a alors déclaré qu'il ferait don de ses provisions au comité de quartier pour les redistribuer. Elle a insisté sur le fait qu'il devait le faire pour la communauté, Gavin a simplement répondu que la communauté pouvait s'occuper d'elle-même.
Cette réponse ne lui a pas plu du tout, il lui a clairement fait comprendre qu'elle n'avait aucune autorité pour lui dire quoi faire. Il l'a laissée là, frustrée, cependant elle n'était pas seule et 2 hommes lui ont barré le chemin. Comme elle continuait de parler, elle a été frappée à nouveau, Parker est intervenu et lui a donné une leçon. En lui laissant une marque sur le visage, à ce moment-là, des météores ont commencé à tomber. Jixi les a montrés du doigt et Gavin a dit à tout le monde de se dépêcher, il a bousculé les 2 hommes qui bloquaient le passage. Parker y a vu une opportunité de se faire frapper par un météore pour obtenir des pouvoirs, mais contre toute attente. Un météore a changé de trajectoire et s'est dirigé droit sur Jixi, il l'a frappé directement, Cookie s'est précipité pour l'aider. Est-ce que ça va a-t-elle demandé, en remarquant que le corps de Jixi dégageait déjà de l'énergie. Elle a dit que le météore avait été absorbé par son corps, 2 autres météores s'échappaient. Ils les ont poursuivis aussi vite que possible, mais ils n'ont pas pu suivre et les météores ont frappé le sol. Lorsqu'ils ont atteint le cratère, ils ont vu quelque chose d'inhabituel à l'intérieur. C'était déroutant car les météores étaient censés fusionner avec les gens pour leur accorder des capacités. Gavin a ramassé une gemme contenant un liquide, l'esprit rouge. Quiconque le consommerait obtiendrait une forte résistance au froid. Gavin a dit qu'il l'étudierait davantage une fois rentré à la maison. Mais Lil a fini par réapparaître, exigeant qu'il leur donne de l'argent. D'autres lui ont demandé ce qu'elle ferait s'il refusait, elle a simplement répondu qu'il devrait passer à une autre maison et s'occuper de son cas plus tard, quand il reviendrait à la forteresse. L'énergie était presque épuisée, mais Gavin Clark a relancé les panneaux solaires pour cuisiner. On se demandait combien de personnes allaient encore geler ou mourir de faim dehors, mais Parker lui a dit de ne pas s'en soucier. Il ne pouvait pas sauver tout le monde. Puis il a demandé à Jixi comment elle se sentait. Elle a dit qu'elle se sentait plus lumineuse d'une certaine façon, elle a ajouté que c'était la seule différence. Gavin Clark lui a alors dit d'utiliser les techniques qu'il lui avait apprises. En observant ses mouvements, il a réalisé que les capacités qu'elle avait obtenues du météore n'étaient pas liées à la force physique. Elle a aussi précisé qu'elle ne pouvait rien lancer ni créer d'inhabituel, et il a répondu qu'il finirait par comprendre avec le temps. Il a ensuite montré l'échantillon qu'ils avaient prélevé sur le météore. Il a dit que tout le monde allait goûter un peu de ce fluide. Après ça, il n'aurait plus jamais à s'inquiéter du froid extérieur. Parker est passé le premier. Après avoir bu, il a dit qu'il sentait quelque chose couler dans tout son corps. Gavin a expliqué qu'après avoir consommé ça, il ne pourrait plus geler dehors. Même sans porter de vêtements lourds, pendant ce temps chez Shane Scott, le courant était déjà coupé. Sans énergie solaire, ils étaient tous en train de geler. Shane a dit que quand Zach reviendrait, il s'occuperait enfin du compte de Gavin Clark. Puis ils ont remarqué que la maison de Gavin avait encore de l'électricité, alors elle a tenté le tout pour le tout en lui envoyant un message vocal. Chez lui, Gavin Clark ne voyait que ses plaintes agressives dans ses messages, alors que sa table débordait de nourriture délicieuse. C'était incroyable, il n'y avait que des plats de luxe, il lui a envoyé une photo de la table, et le message l'a bien atteinte. Ils sont restés là, à mourir d'envie devant cette nourriture. Il y avait de tout, du homard jusqu'au steak de première qualité. Désespéré et affamé, Shane Scott a envoyé un autre message en essayant de paraître la plus douce possible. Gavin a répondu, il a envoyé un audio disant « D'accord, je vais passer à table là, allez salut ». Elle a jeté son téléphone au sol, sa colère ne faisait que grandir alors que sur son canapé. Gavin Clark savourait de voir le monde souffrir pendant que lui avait tout ce dont il avait besoin. Dans le groupe de discussion, les gens mouraient de faim mais ils s'en fichaient. Et chez Hunter Walsh, il n'avait qu'une toute petite flamme pour essayer de ne pas geler. Jaren et Jolene ont demandé s'il avait un plan, et comme affronter Gavin n'était pas une option. Il a dit que leur meilleure chance était de dépouiller Lil chez elle. La vieille femme était en train de nourrir ses petits-enfants. Le petit garçon lui a dit qu'elle devrait manger plus, et elle a répondu « Grand-mère n'a pas besoin de manger, c'est toi qui en as besoin ». C'est alors que quelqu'un a frappé à la porte, c'était Hunter Walsh et sa bande. Lil a paniqué parce qu'elle savait à quel point il était impitoyable, elle a dit à son petit-fils de se cacher, il n'y avait pas d'autre choix. Hunter Walsh a défoncé la porte d'un coup de pied. Juste derrière eux se trouvait tout ce qu'il leur restait de nourriture. Hunter Walsh a simplement ordonné « Prenez tout ». Elle a tenté de protéger les provisions en disant que ça appartenait au comité pour être distribué au quartier. Mais ils ont été sans pitié et l'ont frappée avant de tout piller. Elle a résisté, mais ils étaient bien trop forts pour elle. Le garçon a mordu l'un d'eux, mais il a été frappé lui aussi. Hunter Walsh leur a aussi ordonné de prendre les meubles. N'importe quoi qui puisse servir de combustible. Et ils ont tout emporté. Chez Shane Scott, elle a encore essayé de contacter Gavin, cette fois en se montrant plus affectueuse. « Est-ce que je peux venir te voir » a-t-elle demandé. Il a dit oui, il voulait la voir ramper. Shane, qui voulait seulement manger chaud, est parti avec sa mère vers la forteresse. À l'intérieur, Gavin jouait aux jeux vidéo. Shane Scott a dit « C'est moi ». Shane Scott, il a demandé ce qu'elle faisait là. Elle a répondu « S'il te plaît, ouvre la porte ». On gèle ici. Gavin Clark a fait semblant de ne pas comprendre. Elle a insisté sur le fait que c'était lui qui lui avait dit de venir. Gavin a répondu qu'elle avait mal interprété son message et il a déclaré qu'il n'ouvrirait pas la porte. Shane Scott a frappé dans la porte de rage, frustré par la situation. Ils se retrouvaient tous les deux coincés dehors sans aucune issue, alors Shane a dit qu'elle allait appeler Lil chez elle. Le gamin n'arrêtait pas de se plaindre du froid et de la faim car on leur avait tout pris. Peu de temps après, elle a reçu l'appel. Shane Scott lui a dit de donner une bonne leçon à Gavin Clark, puisque c'était elle qui dirigeait le comité. Lil a répondu qu'elle essayait déjà de faire bouger les choses dans la discussion de groupe. Le ton montait, les gens n'avaient toujours rien à manger ni de quoi se chauffer, quand soudain, un message de Lil est apparu. Elle révélait qu'il possédait une immense réserve de provisions. Elle a ajouté qu'il ne pouvait pas laisser les gens mourir de faim, mais Gavin réfléchissait posément. Dans sa vie passée, sa gentillesse avait été exploitée et on lui avait tout volé. Désespérée, Lil a appelé tout le quartier à se rassembler devant sa maison.
Il devait encercler sa forteresse, pendant que Parker racontait que dans le quartier de son père, les gens devenaient complètement fous, ils pillaient et détruisaient tout sur leur passage. Gavin Clark a prévenu que la situation allait empirer et que les gens deviendraient de plus en plus impitoyables. Parker a alors avoué qu'il s'inquiétait pour ses parents, de peur que quelqu'un ne s'introduise chez eux. Il a décidé d'y aller sur le champ et Gavin Clark a dit qu'il l'accompagnerait. Mais Gavin Clark a rétorqué qu'il pouvait toujours rêver et crever de faim. Lyle lui a ordonné de distribuer ses vivres au nom de la communauté. Et du comité qu'elle dirigeait, elle lui a demandé s'il allait enfin ouvrir cette porte. Mais notre héros a répondu « Je n'ouvrirai rien du tout. Si vous en êtes capable, ouvrez-la vous-même. » Alors Lolo a ordonné à quelqu'un de défoncer la porte. Cela a redonné espoir à la foule, et le vieux Lolo a tenté d'utiliser son crochet de serrurier. Mais il a dû admettre qu'il n'avait jamais vu une serrure pareille, la porte de la forteresse était aussi complexe que celle d'un coffre de banque. Il était impossible d'entrer, et Gavin Clark commençait à s'impatienter. Il a dit au colosse d'activer les pièges, le serrurier a reçu une décharge électrique surpuissante et s'est effondré. Il a lâché son paquet de bouillie, alors ils sont passés au plan B. Ils ont apporté un tronc d'arbre pour fracasser la porte et ont frappé de toute leur force, tandis que Gavin Clark observait calmement. Il a fait remarquer que l'apocalypse était un test de moralité qui révélait le bon et le mauvais côté des gens. La porte était bien trop lourde pour eux, ils se sont vite épuisés et le jeune homme a dit « Maintenant qu'ils sont à bout de force, offrons-leur une petite surprise. » Le colosse a appuyé sur le bouton et ils ont été aspergés d'un liquide à l'odeur infecte. C'était un mélange d'urine et d'excréments, c'était dégoûtant et radical. Pendant que Gavin se moquait d'eux, ils ont été obligés de déguerpir. Alors qu'un nouveau blizzard approchait, le froid devenait de plus en plus insoutenable. Chez Sharon et Jolene, elles étaient bien au chaud grâce à tout ce qu'elles avaient volé à la vieille femme. Elles ont appris ce qui était arrivé à l'île et comment les voisins avaient été couverts de saleté. Mais Hunter Walsh leur a rappelé que Gavin avait encore une réserve de vivres impressionnante. Le plan était toujours en cours, a déclaré Hunter Walsh. Il avait un compte à régler avec Gavin et était prêt à en finir. Il devait juste agir avec prudence. Chez Sharon Scott, elle a décidé d'essayer de contacter Zach, et quand il a enfin répondu, elle lui a demandé quand il reviendrait la chercher pour la protéger, mais il a répondu brutalement qu'il n'arrivait même pas à s'occuper de lui-même. Alors encore moins des autres, cela a choqué sa mère, car elle se sentait déjà totalement abandonnée. Sharon Scott ne voyait qu'une seule option, sortir chercher de la nourriture. Mais partir reviendrait à mourir de froid sans aucune autre alternative, suggéra la femme plus âgée. Pourquoi ne pas supplier Gavin Clark? C'est le seul qui puisse nous sauver. Quand elle l'appela, Sharon Scott lui dit « S'il te plaît, pardonne-moi. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes ?» Gavin Clark répondit « Appelle-moi papa. » Sharon Scott dit qu'il allait trop loin, mais sa mère la poussa à le faire. Elle n'avait rien à perdre à part sa vie si elle restait là à mourir de faim dans le froid Sharon. Remplie de colère, elle accepta mais se jura de se venger plus tard. Puis, pendant l'appel, le héros entendit « Papa », il répondit « Je n'ai pas de fille rebelle comme toi ». Il l'avait complètement piégé et Sharon perdit son sang-froid en l'insultant à plusieurs reprises. De retour chez Shirin et Jolene, la situation ressemblait à un mélodrame. Hunter Walsh et ses hommes se préparèrent à attaquer de nouveau le héros et ils passèrent à l'action. Dans sa forteresse, Gavin Clark déclara qu'il serait impitoyable cette fois et qu'il allait vraiment les blesser. C'était le seul moyen pour qu'ils abandonnent cette folie. À l'extérieur, Hunter Walsh cria « Ouvre cette porte, c'est ta seule chance !» Puisque les menaces ne lui faisaient rien, ils commencèrent à empiler du bois contre la porte. Ils versèrent de l'essence, ce qui inquiéta Parker. Gavin expliqua que la maison avait été construite avec des matériaux inifugés, ils pourraient essayer pendant des jours sans jamais réussir à la brûler. Hunter Walsh jeta un briquet et les flammes surgirent violemment. Après un certain temps, ses hommes rapportèrent qu'il n'y avait aucun mouvement à l'intérieur. L'un d'eux dit que le feu semblait inutile. Hunter jura et leur ordonna d'apporter un marteau-piqueur. L'un des hommes arriva avec l'outil, le forêt frappa la surface, projetant des étincelles partout. À l'intérieur, Sizzy commença à s'inquiéter, mais Gavin la rassura en disant que l'endroit était impénétrable. Il appela Parker, disant qu'il était temps de chasser, ils s'armèrent de longs arcs puissants. Gavin savait qu'à mesure que l'apocalypse progressait, des créatures surnaturelles immunisées aux armes à feu apparaîtraient. S'entraîner à l'arc était une préparation intelligente, dehors le marteau-piqueur continuait de fonctionner sans aucun progrès. Quand il fit enfin un petit trou, ils virent une couche d'acier au titane trempé juste derrière. Avant que Hunter Walsh ne puisse réagir de colère, quelque chose de plus dangereux frappa. Des flèches volèrent et le transpercèrent sans pitié. Hunter ordonna à tout le monde de s'enfuir aussi vite que possible. Tandis que les flèches continuaient de pleuvoir, ils s'enfuirent, furieux et gravement blessés. Les plus faibles furent abandonnés à leur sort, ils supplièrent Hunter Walsh. Ne nous laisse pas, il leur dit de rester dans la neige ou de partir s'ils étaient assez malins pour ça. Parker demanda pourquoi il les laissait vivre. Gavin Clark répondit qu'il mourrait de froid de toute façon. Ce n'était pas son problème. Ceux qui survécurent étaient reconnaissants d'avoir été épargnés. L'un d'eux prit un téléphone pour appeler Hunter Walsh. Il lui demanda de revenir les sauver, expliquant qu'ils étaient devant la porte de Gavin Clark. Ils n'entendirent que le bruit de la communication coupée, ils devinrent furieux d'avoir été ainsi abandonnés. Malgré leur loyauté, leur seule chance maintenant était de supplier Gavin Clark d'avoir pitié. Ils commencèrent donc à implorer, chez Sharon et Jolene. Hunter Walsh revint vaincu. Jolene demanda comment Gavin Clark pouvait être aussi fort. Hunter leur dit d'arrêter de dire des bêtises et de s'occuper de lui. Dans la cuisine, ils commencèrent à élaborer un plan, il était clair qu'ils ne pourraient pas survivre sans nourriture. Dans des conditions de gel aussi extrêmes. Leur seule option était la maison de Gavin Clark. Jolene prévint que ça pourrait mal tourner car leur relation était tendue. Mais Sharon dit qu'elle essaierait au nom de leur amitié d'anciens camarades, à la forteresse de Gavin Clark.
Ils se tenaient devant les motoneiges, ils ne perdirent pas de temps et partirent voir comment allaient les parents de Parker. D'une fenêtre, Lil et Sharon Scott les regardèrent partir. Sharon Scott dit qu'elle lui prendrait tout ce qu'ils possédaient. Ils ont ensuite avancé dans les rues, il n'y avait presque personne dehors. Ils se sont arrêtés devant un supermarché pour évaluer la situation, tout avait été pillé. Mais tout le monde n'était pas parti, un rôdeur a tenté de frapper Gavin Clark par derrière. Mais c'est lui qui a fini par se prendre un coup, Parker a dit qu'il allait l'achever. Mais l'homme a supplié qu'on lui pardonne. J'ai une famille à nourrir, je n'avais pas le choix, a-t-il dit. Il a ensuite appelé sa femme et ses enfants pour qu'ils sortent. Sa femme était enceinte et les enfants semblaient livrés à eux-mêmes. Gavin Clark lui a fait remarquer qu'il aurait pu demander de la nourriture au lieu d'attaquer, la femme a imploré leur pitié. Gavin a appelé Parker, il y avait une odeur étrange dans l'air. Gavin Clark l'a identifié comme étant une odeur de sang. Quelques instants plus tard, ils ont trouvé 2 squelettes avec encore des traces dessus. Ils ont compris qu'il y avait eu des actes de cannibalisme et que cette famille avait mangé ces corps. Furieux, Parker a dit qu'il allait les éliminer, mais Gavin Clark est intervenu. Si tu tues le mari, comment la femme et les enfants vont-ils survivre à tout ça? Cela n'a fait qu'énerver Parker davantage, il se demandait combien de personnes étaient mortes à cause d'eux. Gavin Clark a répondu que certaines personnes franchissent toujours la limite dans les situations désespérées, les humains peuvent faire des choses extrêmes pour survivre. Ils sont ensuite remontés sur les motoneiges et sont partis quand ils sont arrivés à la maison des parents de Parker. Ils ont trouvé la porte grande ouverte. À l'intérieur, le pire était déjà arrivé. Des intrus étaient entrés par effraction, l'un d'eux a demandé ce qu'ils devaient faire des parents de Parker. Leur chef a ordonné de les tuer, soudain Parker est apparu. Sa mère a crié mais elle s'est fait tirer dessus, son père s'est jeté sur l'assaillant et a dit à Parker de s'enfuir. Mais il a lui aussi reçu une balle, alors que l'homme s'apprêtait à tirer sur Parker, il n'a même pas pu presser la détente. Parce que Gavin est apparu et lui a arraché le bras, le protagoniste ne l'a même pas laissé crier. Il l'a abattu immédiatement. Leur chef est entré dans une rage folle et a ordonné l'attaque, le voyou n'a même pas eu le temps de viser. Avant que le protagoniste ne le découpe, les autres ont tenté de s'enfuir, mais ils n'ont pas pu s'échapper. Gavin Clark les a arrêtés et les a massacrés, seul le chef restait au fond. Pendant ce temps, Parker se tenait aux côtés de ses parents blessés. Sa mère lui a dit qu'elle l'aimait et son père lui a dit de prendre soin de lui. Peu après, ils ont rendu l'âme, enragé. Parker a dit à Gavin Clark de lui laisser cet homme. Pour qu'il puisse se venger, le protagoniste n'est pas intervenu alors que Parker s'approchait et poignardait l'homme. À plusieurs reprises et sans aucune pitié, le chef a supplié pour sa vie, affirmant qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres. « Va en enfer !» a dit Parker. Il a ajouté qu'il allait le transformer en passoire. Mais Gavin l'a arrêté, l'information était plus précieuse maintenant, et il a demandé « Qui t'a envoyé ?» Le voyou a répondu que c'était le chef Lee du village de Meng. Gavin connaissait bien cet homme, il avait autrefois été aidé par le père de Parker. Pourtant, il l'avait payé par la trahison. Le voyou a dit que le village de Meng était le groupe le plus puissant des environs. Mais comme il en savait plus, il a supplié qu'on l'épargne et a promis de garder le silence. « T'épargner, ça n'arrive que dans tes rêves, a répondu Gavin, si tu me tues. Tout le village de Meng te poursuivra, a prévenu l'homme, mais Gavin l'a ignoré. Il devait payer pour ce qu'il avait fait, ensuite l'homme a été déshabillé et laissé exposé au froid glacial. Gavin Clark a dit qu'un type comme lui méritait de mourir de froid et l'a jeté dehors d'un coup de pied. Il est resté là jusqu'à ce qu'il se change en glace, Parker n'était pas satisfait et a dit qu'il voulait se venger. Gavin Clark a dit qu'il irait avec lui, peu de temps après, ils sont arrivés à l'entrée du village de Meng. Les corps pendus à la porte montraient clairement quel genre d'endroit c'était, ils avaient à peine le temps de réfléchir que des motoneiges se sont approchés d'eux. « Qui êtes-vous » a demandé l'un d'eux, Gavin Clark a répondu qu'il venait en tant qu'invité. « Ah ouais? Et qui c'est qui t'a invité » a demandé le voyou. Gavin Clark a répondu que c'était Lee Satan, le chef du village, mais le garde ne l'a pas cru. Il affirmait que Lee avait été invité par le propriétaire de Biotech, Monsieur Zoué. Sa grosse erreur a été de braquer son arme sur Gavin Clark. En réponse, il s'est pris une balle en pleine tête. Le coup de feu a alerté les sentinelles qui surveillaient l'entrée. Ils ont vite grimpé sur leur véhicule pour déguerpir, il leur faudrait un plan plus intelligent pour leur retour. Il y avait une foule immense devant la forteresse. « Génial, Gavin Clark est de retour !» lançait-il. Il était perplexe face à cet attroupement, mais les gens ont commencé à lui demander s'il avait ramené quelque chose de son voyage. Le protagoniste, à bout de patience, leur a dit de s'écarter. Un voisin a insisté pour savoir s'il avait trouvé des provisions. Mais Gavin Clark a répliqué « Trouver des provisions pour vous? Je n'en ai rien à foutre du reste du monde. » Il a ajouté que ce qu'il faisait ne les regardait pas. « Dégagez de mon chemin !» a-t-il lâché. Alors qu'il passait devant eux, Lee l'a supplié de partager quelques vivres, mais Gavin Clark a juré qu'il n'avait rien trouvé. Elle ne l'a pas cru une seconde et a tenté de le fouiller. En retour, il lui a collé une baffe. Parker a alors dit à tout le monde de s'en aller, mais la foule s'est remise à protester. Ils criaient qu'ils allaient finir par mourir de faim. Ils ont ensuite menacé de lui voler les motoneiges pour aller chercher des vivres eux-mêmes, mais Gavin Clark a refusé net. « Mais tu as des tonnes de provisions chez toi, pourquoi tu ne partages pas ?» a insisté Lil. Gavin Clark a ignoré sa question et leur a ordonné de s'écarter, mais quand Lil a de nouveau agrippé son bras, elle s'en est pris une autre. À cause de ça, les gens ont commencé à dire qu'il n'y avait plus de loi, et qu'ils allaient répondre par la violence. « Demande pardon, Gavin Clark » a-t-elle exigé d'un ton étrange. Gavin Clark a tendu la main. Oh non. Et voilà, il l'a encore frappé. Et ça ne lui a pas suffi, il a continué à tabasser Lil alors qu'elle le suppliait d'arrêter. Il ne s'est pas arrêté et lui a même lancé « Tu crois que c'est fini? Tu vas ramasser encore plus ?» Le visage de Lil était couvert de bleu. Les voisins le suppliaient d'arrêter et essayaient de le raisonner. L'un d'eux l'a attrapé par l'épaule et a dit
C'est quel genre d'homme qui frappe une femme comme ça? Le protagoniste a répondu « Ben, je vais te cogner toi aussi si ça te pose un problème. » Et il s'est mis à battre l'homme sans aucune retenue. L'homme le suppliait d'arrêter. Gavin Clark l'a jeté au sol et leur a ordonné à tous de foutre le camp. Sur le groupe de discussion, les gens suppliaient le protagoniste de partager un peu de ses réserves. Mais il a répliqué « Je suis votre père ou quoi? Je m'en fiche si vous crevez de faim. » Il se disait que dans sa vie passée, l'effondrement de la morale n'avait rien apporté de lui. Mais cette fois, il allait leur donner une leçon. Il a alors reçu un appel d'un numéro inconnu. À l'autre bout du fil, c'était un homme à la carrure imposante. L'homme a demandé s'il parlait bien à Gavin Clark. Il a ensuite dit « Tu sais qui je suis ?» avant de se présenter comme étant Satan. Le chef du village de Mink. Tu as la trouille, pas vrai? Satan lui a demandé ça, mais le protagoniste a répondu du tac au tac. Peur d'un type comme toi? Je préférerais te jeter aux chiottes et tirer la chasse. Cette réponse a mis Satan hors de lui. S'impatientant, Gavin Clark lui a dit d'en venir au fait. Satan a répondu qu'il avait un sacré culot d'avoir attaqué son village. Gavin Clark a dit qu'il était bien content qu'il appelle, juste pour l'entendre pleurnicher. Satan a riposté furieusement. Je te trouverai quand tu seras sous la douche, je serai là quand tu regarderas la télé. Je serai là même dans tes rêves, je serai là, a répondu Gavin. Non Satan, c'est toi qui as tué les parents de mon meilleur ami. C'est moi qui vais te débusquer. Tu es peu, être un démon, mais c'est moi qui vais m'occuper de toi. Satan a demandé son adresse et Gavin Clark la lui a donnée. Ils ont raccroché après avoir fixé une date pour régler leur compte. Satan a ordonné à ses hommes de se rassembler en prenant leurs armes et leurs guerriers pour aller chez Gavin Clark. Ce dernier a appelé Parker pour sortir. Ils ont décidé de foncer directement vers l'ennemi au lieu d'attendre. En chemin, ils sont passés devant un commissariat de police. Gavin Clark a dit qu'il devrait s'y arrêter pour récupérer des armes. Ils sont entrés dans le bâtiment en défonçant la porte. À l'intérieur, les officiers étaient restés figés en plein service, ce qui prouvait que les forces gouvernementales n'avaient même pas eu le temps de réagir. Ils se sont dirigés vers l'armurerie et ont forcé l'entrée, elle débordait d'armes de pointe. Il y avait même des bâtons de dynamite. Gavin a utilisé son pouvoir pour tout stocker dans son espace dimensionnel. Cependant, ils n'étaient pas seuls. En sortant de l'armurerie, ils sont tombés sur plusieurs squelettes. Un homme nommé X a déclaré qu'il semblait que quelqu'un soit arrivé avant eux, son subordonné a rapporté que l'armurerie était vide. Quand X a demandé si Gavin Clark avait tout pris, Gavin lui a dit de croire ce qu'il voulait, Ryan a alors dit qu'il allait le fouiller. Gavin Clark a refusé, X a prétendu qu'il gérait une salle de sport et qu'il allait le contrôler rapidement. Gavin Clark a répliqué qu'il ne laissait personne le toucher, le voyou a commis l'erreur de lui tapoter le torse. Et il a immédiatement reçu un coup en plein visage, tout le monde savait déjà ce qui allait se passer ensuite. Quiconque s'approchait du protagoniste se faisait sévèrement corriger, Ryan a ordonné l'attaque et comme Gavin était à bout de patience, il a dégainé son pistolet, les hommes ont été abattus instantanément, Gavin Clark les a éliminés plus vite qu'ils ne pouvaient réagir. Un autre a tenté de l'interroger et a lui aussi reçu une balle dans la tête, comparé à lui, n'importe quel justicier semblerait insignifiant. Les survivants ont tenté de fuir, mais cela ne faisait que d'eux des cibles faciles. Gavin les a tous descendus, seul X est resté là, en pleurs et en train de supplier, le dénouement semblait évident. Gavin Clark l'a regardé et a dit « Pauvre imbécile », puis il lui a tiré une balle dans la tête. Gavin Clark, déjà lassé par toute cette situation, a dit à Parker qu'il était temps de partir, à la base de Satan, il se préparait à décoller en motoneige. Il leur a ordonné de tuer le protagoniste à vue et a ajouté que s'ils trouvaient des femmes qui leur plaisaient, ils pourraient les garder, après quoi ils pourraient aussi les éliminer. Bougez plus vite, a ordonné Satan en plein milieu du blizzard. Gavin Clark et Parker attendaient en embuscade et ont repéré les motoneiges. Quittant un village presque vide, Gavin a dit que c'était l'occasion rêvée de frapper. À la porte d'entrée, ils ont préparé plusieurs bâtons de dynamite, forcer le passage allait être facile. De là-haut, les gardes ont remarqué quelque chose qui approchait, c'était une motoneige arrivant à toute allure. Mais il n'y avait aucun conducteur, seulement des explosifs attachés dessus, comme pour une attaque kamikaze. C'était un véhicule piégé, quand il a percuté le portail, l'explosion a tout détruit aux alentours. 2 hommes sont arrivés en renfort, mais Gavin Clark s'est approché, pistolet déjà au point. 2 tirs précis les ont achevés instantanément, ils ont ensuite franchi le portail et sont entrés dans le village. D'autres ennemis ont été abattus à mesure qu'ils avançaient, l'un d'eux a tenté de s'enfuir pour donner l'alerte. Mais il a reçu une balle dans la jambe, à partir de là, la suite a suivi le schéma habituel. Il a supplié pour sa vie, le protagoniste a refusé et il a été achevé. Ils ont été surpris en entrant dans l'entrepôt, en voyant l'énorme stock de provisions que Satan avait accumulé. La quantité était phénoménale, Gavin Clark a tout transféré dans son espace dimensionnel. Après cela, ils sont repartis vers la forteresse, l'étape suivante consistait à s'occuper de Satan en personne. Gavin Clark a déclaré qu'il lui donnerait une leçon, petit à petit, en détruisant ses forces progressivement avant de l'achever à la fin. Au point de rendez-vous que Gavin avait fixé, la neige avait tout recouvert. Mais cela a rendu Satan furieux, d'autant plus lorsqu'il a compris qu'il s'était fait duper. Il a passé un appel et a appris que son village avait été détruit, il a immédiatement fait demi-tour. À son arrivée, tout était en ruine, il a ordonné que Gavin Clark soit retrouvé le plus vite possible, et il a juré de le faire souffrir d'une mort lente. À la maison, Gavin Clark échangeait des messages avec Sharon. Il a demandé s'ils pouvaient se voir, affirmant qu'ils n'avaient pas de temps à perdre. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle pointe le bout de leur nez à sa porte. Elles l'ont appelé d'une voix mielleuse et, à sa propre surprise, il a fini par ouvrir. « Qu'est-ce que vous fichez là ?» a-t-il demandé d'un ton glacial. Elles ont répondu qu'elles étaient simplement venues le voir. Mais il a grillé leur regard louche et a lâché. «
Arrêtez de me dévisager comme ça et dégagez. Elles ont à peine eu le temps de réagir avant que Sharon ne le supplie d'attendre. Allons, on est camarades de classe et voisins après tout. On devrait s'entraider, a-t-elle ajouté, s'entraider. Et qu'est-ce que vous pourriez bien faire pour moi, a-t-il rétorqué, tout ce que tu voudras, mon chéri. N'importe quelle position, si tu vois ce que je veux dire, a répondu Sharon d'un air suggestif. Très bien, dans ce cas, je vais faire de vous mes petites servantes. A-t-il déclaré. Elle a répliqué qu'il était cruel et qu'elle adorait ça, mais quand elles ont demandé à entrer, il a refusé net. Pas question d'entrer, allez plutôt fouiller le quartier et trouvez-moi de quoi manger. Allez, filez mes servantes, s'est-il moqué. Jolene a dit qu'ils allaient mourir dans ce froid. Il l'a giflé et a hurlé. Comment oses-tu désobéir à ton maître? Il a aussi frappé Sharon quand elle a protesté, en ajoutant qu'elle méritait d'être traitée ainsi. Elles ont fini par se soumettre et, en partant, elle se disait qu'il ne serait pas facile à convaincre. Jolene s'inquiétait de savoir comment elle trouverait de quoi manger, car chasser des animaux n'était pas une option envisageable. De retour dans leur groupe, elles ont annoncé au chasseur Walsh qu'elle lui avait parlé. Elles ont expliqué la situation, affirmant que s'ils étaient restés plus longtemps, Gavin leur aurait fait du mal. Le chasseur Walsh est devenu encore plus furieux et a dit qu'il allait enfin s'occuper de son cas, au moment où Gavin est sorti sur le balcon. Il a vu une foule rassemblée dehors. Un vieil homme a crié que personne ici n'était plus égoïste que lui. Parker n'aimait pas du tout la tournure des événements et voulait sortir régler ça, mais Gavin a répondu que ce ne serait pas nécessaire. Il s'en occuperait lui-même avec son fusil de précision. La foule continuait de hurler, le traitant de lâche et de radin. Derrière, le chasseur Walsh et ses hommes se contentaient de regarder. Et puis, c'est arrivé. L'homme devant a reçu une balle en pleine tête. La foule était sous le choc en voyant, de loin, que Gavin avait dégainé son fusil. Il a lancé un avertissement. Vous avez assez joué avec votre chance. Partez maintenant, ou vous subirez le même sort. Une femme a crié « N'ayez pas peur tout le monde, il ne peut pas tous nous tuer. » Malheureusement pour elle. Personne ne lui avait dit à quel point il était impitoyable. Il a abattu un autre homme qui n'avait même rien à voir avec ça. Les gens se sont éparpillés dans la panique et le chasseur Walsh a compris que ça ne marcherait pas. Mais quelque chose d'inhabituel se passait derrière eux. Un groupe appelé les Cols Bleues venait d'arriver dans le quartier. Ils ont remarqué que c'était une zone riche. Leur chef a déclaré qu'il fouillerait chaque maison pour trouver de la nourriture. Chez la tante Léa, elle était avec son petit-fils affamé. Elle a ramassé un épi de maïs. La seule chose que le chasseur Walsh n'avait pas emporté. Mais le garçon l'a refusé. Elle a dit que c'était tout ce qu'ils avaient et qu'elle essaierait d'avoir mieux le lendemain. L'enfant s'est alors mise à piquer une crise et lui a ordonné de se couper un morceau de sa propre chair pour qu'il le mange, quand tout à coup, la porte a été forcée. Les intrus ont fait irruption, c'étaient les cols bleus, l'un d'eux a remarqué l'épi de maïs qu'elle tenait. Nerveuse, elle a exigé de savoir d'où il venait. Un homme avec une cigarette a répondu qu'ils étaient de la communauté de Jean. Il l'a frappée, elle avait déjà subi de nombreux coups, pourtant, elle restait déterminée. Elle savait que ce n'étaient pas des gens bien et elle le leur a dit. Il a répondu que les lois n'existaient plus depuis bien longtemps. Et que seuls les naïfs y croyaient encore, ils ont commencé à être violents pour la soumettre. L'un d'eux a pressé une hache contre le cou du petit garçon, le fumeur lui a ordonné de donner toute la nourriture. Si elle tenait à ce que l'enfant vive, peu après, elle a rassemblé toutes les provisions qu'elle possédait. Ils ont tout pris et sont partis, ce monde est plongé dans le chaos. Elle a confié que cette sinistre réalité était encore plus insupportable avec son petit-fils qui réclamait à manger. Laiko a juré qu'elle ferait tout ce qu'il faut pour le garder en vie. Quelques instants plus tard, les cols bleus terrorisaient une autre maison. Un couple était menacé pour qu'il livre ses réserves, ils ont dit qu'ils avaient déjà été pillés plusieurs fois. Mais les excuses ne changeaient rien, leur chef Zoldas. Il disait qu'il ne repartait jamais les mains vides. En guise de punition, il arrachait un bras à chaque victime. Bientôt, des messages à ce sujet ont circulé dans le groupe de discussion du quartier, chez Hunter Walsh. Ils ont essayé de comprendre d'où venaient ces hommes, il a dit qu'ils appartenaient à une communauté qui vivait isolée. Depuis l'apocalypse, ils en ont conclu que ces hommes étaient extrêmement dangereux, car quitter un tel endroit signifiait une mort presque certaine. Hunter Walsh y a vu une opportunité, il voulait aller leur parler. Bien qu'il ne soit pas en état de le faire, sa jambe était encore blessée depuis sa dernière rencontre avec Gavin. La balle de fusil s'était logée trop profondément. Pendant ce temps, Shen était inquiète, car s'occuper de Hunter Walsh était déjà assez pénible, et maintenant, il y avait un autre groupe à craindre. Sa mère pensait que le nom de Zach les protégerait, mais Shane Scott savait que ça ne marcherait pas. La meilleure option était de se cacher, elle a dit qu'elle essaierait de recontacter Gavin Clark. Gavin a déclaré qu'il chasserait l'intrus, puisqu'ils étaient venus chercher les ennuis. Il a vite reçu un message de Shane Scott, elle lui a envoyé une photo explicite. Pour que les choses restent convenables, seule une image d'elle en robe est montrée, alors qu'elle disait « Hé, beau gosse, ça te plaît ?» Et il a répondu « J'adore ». Elle a ensuite ajouté « Si tu en veux plus, ouvre la porte et laisse-moi entrer ». Malgré son assurance, il a répondu « Non merci, les gens pourraient dire que je suis trop gourmand ». Certaines choses sont faites pour être partagées, puis il a franchi la ligne et a publié sa photo. Dans le groupe de discussion du quartier, les gens sont devenus fous, surtout Shane Scott qui l'a traité d'aliéné pour avoir fait ça. Elle a juré qu'elle ne lui adresserait plus jamais la parole, et il l'a même remercié pour ça. Elle a promis qu'il paierait pour ça, alors que la vieille femme à côté perdait presque espoir. Pendant ce temps, les types en bleu sont arrivés dehors, il n'y avait nulle part où fuir s'ils n'ouvraient pas la porte. Elle serait forcée et ils seraient blessés, alors leur chef a ordonné de s'introduire par effraction. Avant que la porte ne soit forcée, Shen l'a ouverte elle-même, l'un des hommes a été instantanément captivé par elle.
Il lui a demandé si elle n'avait pas peur d'eux. Shane Scott a dit que les circonstances ne leur laissaient pas le choix et que tout allait bien. Elle les a invités à entrer. Une fois à l'intérieur, ils ont cherché des provisions, mais n'ont trouvé que des nouilles instantanées. Shane Scott a dit qu'elle mourrait de faim, que les temps étaient durs. Daz a alors dit qu'ils allaient lui prendre son bras. Shane Scott a supplié, affirmant que son petit ami Zach du groupe des dragons enverrait bientôt des provisions. Il a été surpris et a révélé qu'il travaillait aussi pour les dragons, puisque tu es la petite amie de Zach. Testons ça, a-t-il dit. Elle s'est figée de peur quand il lui a dit qu'elle avait deux options. Soit elle lui obéissait, soit elle perdait son bras. Sa mère a paniqué, disant que sa fille était une étudiante à l'université. Mais elle a été frappée à nouveau. Shane Scott lui a demandé de se calmer, il lui a demandé si elle avait fait son choix, et elle a dit oui. N'ayant pas d'autre solution, elle s'est abandonnée à lui. Sa mère ne pouvait que la regarder se faire emmener. Tout le monde savait ce qui allait se passer ensuite, et elle n'était pas la seule. Les hommes se sont approchés de la femme plus âgée en disant qu'elle était encore attirante, et l'ont traînée alors qu'elle appelait à l'aide dans la chambre de Shane Scott. Elle a fini et s'est rhabillée tout en entendant les cris de sa mère. Elle a menti à Daz en disant qu'elle s'en était occupée. Il lui a dit « Reste avec moi, et je m'assurerai que tu vives bien ». Elle lui a demandé quelle quantité de provisions il avait amassé. Il a répondu pas grand-chose, car il pensait que cette zone était riche et pleine de ressources. C'était pour ça qu'ils étaient venus piller. Et Scott a alors dit « Vous avez ciblé la mauvaise personne ». Quand il a demandé qui, elle a révélé Gavin Clark. Disant qu'il avait assez de provisions pour toute la communauté et même des motoneiges, c'était suffisant pour que Daz décide « Qu'est-ce qu'on attend? Allons le dévaliser », a-t-il dit. Elle a montré du doigt la forteresse de Gavin Clark. Alors que les types en bleu s'y rendaient, quelqu'un les a interpellés. C'était Hunter Walsh, disant qu'ils allaient trop loin. Daz a demandé s'ils voulaient se joindre à eux, et ils ont commencé à se disputer. Alors qu'ils allaient en venir aux mains, Shane Scott s'est interposé pour les arrêter, les convainquant qu'ils partageaient désormais le même objectif. Ils devaient cesser de se battre et travailler ensemble, car c'était la seule façon de vaincre Gavin Clark. Hunter Walsh a aimé l'idée, et peu après, ils se sont retrouvés devant la forteresse de Gavin Clark. Hunter Walsh les a mis en garde, leur disant d'être prudents car Gavin était extrêmement dangereux. Daz s'est moqué de lui, le traitant de bon à rien pour avoir perdu si souvent, et a ajouté qu'il n'avait pas peur d'un gamin. « Je vais lui montrer de quoi je suis capable », a-t-il lancé. À l'intérieur, Gavin Clark se préparait déjà, il a pris une arme à feu et a déclaré « La leçon d'aujourd'hui sera un exercice de tir sur cible ». Xiuzi tenait une arme et disait qu'elle avait toujours voulu essayer, tandis que Kukui demandait « Est-ce que tu vas vraiment tuer quelqu'un ?» Il a répondu qu'il ne fallait avoir de pitié pour personne, car les gens étaient devenus cruels dans cet apocalypse. Et elle a dit qu'elle comprenait. Dehors, Daz a hurlé qu'il était venu pour eux. Hunter Walsh était choqué par leur témérité, sachant à quel point Gavin était dangereux. À l'intérieur, ils préparaient leurs armes alors que la porte restait close. Un homme a tenté de l'enfoncer d'un coup de pied, mais il s'est blessé au pied. Un autre a apporté une scie, disant qu'il allait la découper avant qu'ils ne s'y attendent, mais les défenseurs sont sortis à la place. En les voyant, Shane Scott a dit « Gavin Clark, tu laisses entrer tous ces gens, mais pas moi ». Daz a demandé lequel était Gavin et Parker a répondu « Ce n'est pas moi, mais c'est moi qui vais vous écraser ». Dans le chat de groupe, les gens encourageaient les attaquants. Ils voulaient que Gavin Clark soit vaincu pour son égoïsme quand un homme de main a chargé Parker. Il lui a pressé un pistolet contre le front, personne ne s'attendait à ce qu'il soit armé. Parker lui a ordonné de s'agenouiller, l'homme a dit « Je parie que tu n'as pas le cran de tirer ». Tout le monde savait comment cela finirait, soit par une gifle, soit par une balle. Il a fait le mauvais choix, les autres ont été stupéfaits de voir leur allié tomber raide mort, ils ont sorti leurs haches et se sont précipités vers l'avant. De loin, Hunter Walsh et Shane Scott regardaient, il a dit que l'idéal serait qu'ils meurent tous en même temps. Parker gérait bien le combat grâce à son arme, mais quand quelqu'un a tenté de le prendre en traître par derrière, il a été frappé non pas par Parker, mais par Xiuzi, qui arrivait par derrière. Les derniers attaquants n'ont pas reculé et ont chargé, pour finir abattus, même Kukui a fait feu avec son arme. Cependant, sa précision n'était pas vraiment à la hauteur de son courage. Profitant d'une distraction, un homme a foncé sur Parker, il a reçu une balle en plein visage, l'autre a crié « C'était quoi ça? Quelqu'un tire depuis l'ombre au loin ». Ils ont aperçu Gavin avec son fusil de précision. Alors, d'après vous, que va-t-il leur arriver? Je donnerai 1000 $ à celui qui devinera correctement, et c'est là que l'histoire s'arrête. Si vous avez aimé, laissez un j'aime, soutenez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas